Alors Digital is Future, c'est un programme qui est né de la crise Covid, figurez-vous, parce qu'il faut voir aussi les bons côtés de cette crise qui pousse les gens, les entreprises, les structures à se réinventer et à se poser des questions. Et nous, la question qu'on s'est posée pendant le Covid, quand on a vu qu'un certain nombre d'entreprises étaient à l'arrêt, entreprises du numérique, à l'arrêt parce que leur filière d'application était à l'arrêt. Alors, il y a eu un fantasme en disant le numérique, ils vont pouvoir s'en sortir, ils peuvent télétravailler, tout est dématérialisé. Enfin, oui, en fait non. En fait non, puisqu'on s'est vite rendu compte que dès la fin mars, 80% des entreprises numériques en région Occitanie, fin mars 2020, confinement 16 mars, je recale juste les choses, 80% des entreprises numériques avaient fait des demandes de chômage partiel. À fin avril 2020, c'était 100%, versus 50% des entreprises dans la France entière. Voilà. Donc c'est un secteur qui était extrêmement dépendant de ces filières d'application. Et en bon cluster d'entreprises numériques que nous sommes, on s'est dit, que devons-nous faire ? Eh bien, on s'est dit qu'une de nos missions, ça pouvait être d'aider nos entreprises à se diversifier et donc à découvrir de potentielles nouvelles filières d'application. Et c'est de là qu'est né Digital is Future. Pour pouvoir permettre à une entreprise de se diversifier, il faut qu'elle puisse découvrir et comprendre cette filière, mais également qu'elle puisse la rencontrer. Et inversement, il faut qu'on puisse soutenir la transformation numérique des différentes filières de notre pays, et il y en a beaucoup. Et donc, ce programme, il a ces deux objectifs-là. Permettre aux entreprises du numérique de se diversifier et accompagner, favoriser, accélérer la transformation numérique des filières. Et on a décidé de fonctionner en saison, c'est-à-dire pendant 3 mois, on déroule un parcours entier qui va permettre de travailler en 360 la transformation numérique d'une filière donnée. On a commencé par agri-agro, ensuite bâtiment, santé, et nous sommes aujourd'hui à la 4e saison sur la filière énergie. Ça va me permettre, je prends mon anti-sèche, de remercier les partenaires, puisque Digital is Future ne peut pas se faire sans partenaires. Nous, on connaît l'économie numérique, on ne connaît pas les filières d'application. Donc, il faut absolument qu'on ait des partenaires avec qui on puisse travailler. Et donc, sur l'énergie, nos partenaires, c'était donc ADOC, l'Agence de développement économique de la région, le pôle de compétitivité d'Herby sur les énergies renouvelables, l'ADEME. Est-il besoin de présenter l'ADEME ? Non. Le CEATEC, le campus des métiers et des qualifications, Schlumberger, que je présenterai tout à l'heure, et Synapse, qui est une entreprise toulousaine dans l'intelligence artificielle. Et du coup, ça va me permettre aussi, donc, pour pouvoir... Ah bah voilà, je suis ravie. Tu vas braver les bouchons. Du coup, tu arrives exactement au moment, parce que j'allais justement remercier nos sponsors. Digital Centré, c'est une association qui a forcément besoin d'appui pour pouvoir dérouler ses actions. Et nous avons eu la chance sur Digital is Future toute la saison d'avoir EDF, et je donnerai dans quelques instants la parole à Virginie qui vient d'arriver. EDF qui nous accompagne depuis de nombreuses années sur différents programmes, dont le Green IT Day, qui est aussi un autre événement que je vous encourage, 6 octobre 2022, bloquez tout de suite la date. Et donc EDF nous a forcément accompagnés sur la saison énergie, et nous avons aussi la chance ce soir d'avoir avec nous Schlumberger qui est un sponsor de cette soirée. Et du coup, et je voulais remercier également le CFN Supérieur pour son accueil. Et est-ce que Philippe Pierrot est là ? Philippe, un grand merci de nous avoir accueillis ce soir. Et puis je peux te proposer de dire un petit mot sur le CFA et vos activités. Ok, merci. Écoutez, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue à l'Université de Montpellier, puisque ces locaux sont des locaux de l'Université de Montpellier. Bienvenue spécifiquement au CFA de l'enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon. Alors, ce CFA est donc un centre de formation d'apprentis qui porte l'ensemble des formations par apprentissage, par alternance, de 6 établissements d'enseignement supérieur du Languedoc-Roussillon. L'Université de Montpellier, l'Université Paul Valéry Montpellier, l'Université de Nîmes, l'Université de Perpignan, l'École d'ingénieurs chimistes de Montpellier et ce qui s'appelait jusqu'à peu de temps Montpellier Supagro, qui est maintenant l'Institut Agro Montpellier. Voilà, donc tout ça c'est 3800 apprentis qui ne sont pas formés par le CFA, ils sont formés par chacun de ces établissements que je viens de citer, bien sûr. Et ces apprentis préparent l'ensemble des diplômes de l'enseignement supérieur, des bachelors universitaires de technologie, alors anciennement DUT, peut-être que c'est le terme qui est plus connu de vous, des licences professionnelles, des licences, des masters, des diplômes d'ingénieurs. En gros, en chiffreront 60% de ces apprentis préparent un diplôme à Bac plus 5 et 40% préparent des diplômes à Bac plus 4, à Bac plus 3, pardon.
Les entreprises qui accueillent ces apprentis sont majoritairement en Occitanie, 60%, mais aussi 10% en région PACA, 10% en Auvergne-Rhône-Alpes, 10% en Île-de-France et 10% ailleurs en France. Quoi. En chiffre rond, c'est ça. Et ces entreprises sont très diverses. 30% des apprentis sont dans des entreprises de moins de 10 salariés, 30% des entreprises de plus de 250, et donc le reste, 40% des entreprises entre les deux. Voilà, globalement, et ces formations concernent tous les secteurs d'activité, comme les formations universitaires concernent tous les secteurs d'activité, du droit, de la gestion, des domaines scientifiques, de l'énergie, du numérique, de la santé, enfin bon, tous les types de formations. Voilà, donc il me reste juste à vous dire bienvenue ici une nouvelle fois et je vous souhaite une bonne séance de travail. Merci. Et à tout à l'heure au cocktail peut-être, voilà. Pour ceux qui auraient des questions sur le CF. C'est ça. Merci. Et donc je vais maintenant demander à nos sponsors Virginie Monnier-Manque d'EDF et Jimmy Klinger, pas trompé, de Schlumberger de me rejoindre. Je vais reprendre le micro. Hop. Bienvenue Virginie. Merci. Ça va? Oui. Bon, on se posera après. Donc Virginie, prenez place, voilà, face, ça sera. Alors Virginie, peux-tu nous déjà présenter EDF, même si je pense que tout le monde a une petite idée de ce qu'est EDF, et nous dire pourquoi EDF soutient cette saison de Digital Future. Alors déjà, bonsoir à toutes et tous. Je suis désolée pour le retard, mais je viens de me faire 1 heure de bouchon montpelliérain. J'avais oublié avec le Covid. Et évidemment, c'est pas ce qu'on retrouve avec plaisir, mais voilà, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, juste quelques mots sur EDF, parce que tout le monde connaît EDF, mais finalement, EDF, comme toutes les entreprises, évolue beaucoup et puis s'adapte aussi, parce que le changement climatique, c'est aussi savoir s'adapter. Et pour mémoire, peut-être, c'est rappeler ce qu'est EDF en Occitanie. Donc c'est un peu plus de 9000 salariés sur toute l'Occitanie. Et comme ce soir on est à Montpellier, ce qui est intéressant à noter, c'est que Montpellier, pour EDF, c'est le hub des énergies renouvelables. En fait, historiquement, on a implanté sur Béziers. On a le centre de conduite européen des énergies renouvelables qui était sur Béziers, avec à peu près 200 personnes. Et là, depuis 1 an, et donc j'arrive de là, puisque je suis dans les mêmes bâtiments qu'EDF Renouvelables, on a installé à côté de la nouvelle mairie de Montpellier une équipe qui est en pleine croissance, de 200 personnes aussi à peu près, et c'est toute l'équipe d'ingénierie d'EDF Renouvelables qui est aujourd'hui installée à Montpellier. Alors quand je dis l'équipe d'ingénierie, c'est pour toute l'Europe et le monde, hein. Donc c'est pas une équipe locale, hein. C'est vraiment à la fois la supervision, l'exploitation, la maintenance de tous nos parcs photovoltaïques et éoliens en Europe, et prochainement mondiaux, qui vont être pilotés depuis l'Hérault. Donc voilà, ça c'est un point très important. Et pourquoi en fait on est sur cette saison énergie avec Digital is the Future? Parce que justement, quand on parle d'énergie renouvelable, par exemple, on parle forcément d'intelligence des objets connectés, d'intelligence artificielle, de smart grid, de smart home, de smart charging. En fait, on parle de smart. Et donc, ça nous paraissait très important de faire ce lien parce qu'on est dans une révolution du numérique, on est dans une révolution climatique et à un moment donné, les deux se croisent. Et nous, on est à la croisée de ces chemins-là. On travaille avec beaucoup de start-up et des PME de l'écosystème languedocien, je dirais, toulousain aussi évidemment, hein. Par exemple pour équiper nos parcs photovoltaïques en capteurs, pour pouvoir piloter à distance justement nos parcs depuis Béziers ou Colombier. On travaille aussi maintenant dans l'hydrogène et notamment je salue mes collègues de Schlumberger puisqu'avec Genvia et je vois les collègues de Genvia aussi, on a un partenariat industriel très important qui se met en place parce que l'hydrogène c'est aussi un avenir important et pour le territoire mais plus globalement pour la planète. Donc voilà, je pense que cette connexion entre numérique et énergie, c'était déjà une évidence pour nous de par nos métiers.
C'est aussi un point important, et je pense qu'on le dira tout au long de cette soirée et qu'on l'a dit dans les précédentes conférences, mais le numérique, c'est aussi, entre guillemets, des émissions de CO2. Le numérique doit aussi, entre guillemets, devenir plus sobre et plus responsable. Et ça, c'est aussi un enjeu qu'on a dans la chasse au CO2, dans la décarbonation qu'on doit engager rapidement. Et qu'on partage ensemble justement à l'occasion du Green IT Day. Exactement. Et donc, par exemple, voilà, dans des journées comme le Green IT Day à laquelle on participe et que vous co-organisez avec le pôle Derby, évidemment, c'est des sujets qu'il faut embarquer, mais pas seulement dans des conférences, dans le quotidien aussi, parce qu'il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les sujets, mais si je prends la mobilité, si je prends le bâtiment, si je prends... Enfin voilà, il y a du numérique partout, il y a de l'énergie partout, et comment on arrive à rendre les choses moins carbonées et plus intelligentes, si je devais résumer ça en 2 points. Voilà. Merci Virginie. Voilà, tous les enjeux sont posés, déjà. Alors si vous avez envie de réagir, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag DigitalFTR. Parce que en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je me suis rappelé. Voilà. Virginie a posé des enjeux. Je pense qu'on a plein de mots-clés qui pourraient être déroulés tout à l'heure. Mais avant toute chose, Jimmy, qu'est-ce que c'est que Schlumberger, qui est peut-être un tout petit peu moins connu que EDF, mais pas chez les puristes, je dirais. Et quels enjeux pour Schlum d'être là avec nous ce soir? Merci d'abord de nous accueillir pour cet événement. Donc, mon nom est Jimmy Clignard, je suis le directeur de centre R&D de Schlumberger à Montpellier. Schlumberger, c'est une boîte d'ingénierie, une boîte de services, historiquement qui fait des services pour tout ce qui est la prospection et l'extraction des hydrocarbures. Donc, comme EDF, voire même plus qu'EDF, il y a ce challenge de sa transformation, de l'accompagnement en fait de tous nos clients historiques, mais aussi des nouveaux clients à trouver une solution en fait à ce challenge qu'est la transition énergétique. Comment l'accélérer, comment subvenir de façon optimisée à ces besoins. Et on s'est naturellement senti qualifié et compétent de par l'historique qui fait cette compagnie, de pouvoir mettre en place ces services. Et donc, il a été fait mention déjà de quelques initiatives internes, de construction, de co-construction. Genvia a été mentionné, qui est une joint venture avec le CEA, entre le CEA et Schlumberger et d'autres partenaires, dont la région Occitanie également, qui est un catalyseur, je veux dire, assez important de la transformation, qui accompagne cette transformation industrielle et qui supporte cette transformation industrielle. Schlumberger en Occitanie, c'est 2 centres, donc c'est notre centre digital numérique en français, on me le reproche assez souvent, sur le parc IBM, anciennement parc IBM. IBM est toujours présent, et maintenant Orange qui s'installe aussi avec nous. Et c'est aussi Béziers, où on a notre centre Cameron, mais aussi maintenant Genvia, qui vient établir sa ligne de construction de ces nouveaux électrolyseurs dernière génération qui vont fournir l'hydrogène dont on aura besoin dans un futur proche. Schlumberger se transforme. Le challenge que vous avez mentionné, à savoir le couplage entre digital et les problématiques, que ce soit où se trouve la donnée, où se trouvent les informations, on automatise tout. Et pour vous donner un exemple aussi assez parlant, assez concret, une plateforme pétrolière en mer du Nord, de taille moyenne, a à peu près 80 000 senseurs. Encore une fois, tous les jours générant à peu près 2 terabits de données. Donc c'est pour donner en fait l'analogue et encore le fait de dire le qualifiant, la capacité qu'on a, sachant gérer ce genre d'impératif ou de complexité. C'est des problématiques qui vont se retrouver dans la smartification de toutes nos infrastructures, qui vont nous permettre ensuite de gérer ces systèmes énergétiques, que ce soit pour optimiser l'énergie produite, mais aussi pour, in fine, enfuir, espérons-le aussi, cet excès de CO2 qu'on aura produit tout au long de ces années. Une autre problématique dont
sur lequel on se penche. Merci. Je pense que ce qu'on peut dire aussi, mais je pense qu'on va le découvrir, c'est que les sujets liés à l'énergie, c'est bien, on a fait une saison Digitalize Future dédiée à l'énergie, mais je pense que c'est des sujets qu'on pourra revoir dans toutes les autres saisons, pour tous les enjeux que vous venez d'évoquer. Merci à tous les deux et surtout merci de votre précieux soutien, parce que sans vous, on ne serait pas là ce soir. Merci. Bien, avant de passer la parole à notre animateur, je voulais juste dire que donc Digitalize Future, c'est un parcours et que la conf, l'événement qu'on a ce soir, c'est un des temps forts du parcours Digitalize Future. Vous pouvez retrouver tous nos contenus sur notre plateforme média. Je ne sais pas si on a le lien de la plateforme. Ça doit être quelque chose comme digital-is-future.fr. Et vous avez même toutes les saisons passées avec tous les contenus, les contenus aussi apportés par nos partenaires. Voilà, donc si vous avez malheureusement loupé les premiers éléments, les premiers webinaires de la saison énergie, vous les retrouverez sur la plateforme. Bien. Moi j'ai assez parlé, je vais maintenant laisser la parole à Boris Georgelin, qui est notre animateur de la soirée et qui est journaliste au Point et à la Tribune. Boris. Merci, c'est pas très Covid ça, mais c'est cool. Bon, je l'ai déjà eu, tout va bien. Non, ça va, on va faire des économies bonnettes. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je vais demander à nos invités de me rejoindre tout de suite, comme ça on va attaquer directement. Venez, le temps que je fasse une petite introduction. On est ravis de vous retrouver alors en présentiel, hein, vous connaissez maintenant ce néologisme affreux, pour une session de la conf organisée, donc on rappelle par Digital 113, autour de ce thème ô combien d'actualité, énergie et numérique. Plus précisément formulé, la transition énergétique passe par l'implication des usagers, comment le numérique aide les professionnels face à cet enjeu. Nous avions scindé initialement cette thématique entre deux tables rondes, mais pour des raisons d'efficacité énergétique, ou plus sérieusement d'organisation, on va traiter les sujets sur un seul échange, un échange qui sera un poil plus dense. Alors dans un premier temps, on va se poser la question de l'implication et du rôle de l'usager, en partant du constat que l'usager peut, voire doit, être au centre de sa consommation d'énergie. Il doit pouvoir connaître sa consommation, la contrôler, voire la piloter. Et dans un second temps, on va s'interroger sur, vous disiez qu'il y avait 2 terabits de données, là, voilà, sur le devenir de ces données collectées, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient personnelles, que ce soit des données d'usage anonymisées, elles restent très sensibles. Elles influent évidemment sur l'acceptabilité des usagers. Pour évoquer ces thématiques avec nous, merci de réserver un bel accueil à Grégory Lamotte, qui est à ma gauche, PDG de Comwatt. Bravo Grégory, au revoir pour l'ensemble de son œuvre. Louise Colli-Gourdin, qui est étudiant entrepreneur et fondateur de Solar Expérience, avec la belle écharpe et la chemise de circonstance. Pascal Ridoil, chargé de mission à la direction d'innovation du groupe Programme Pulse d'EDF. Comme il a dit lui-même tout à l'heure, le seul en costume, donc on sait que c'est un gars de EDF. Merci Pascal d'être avec nous. En distanciel, Éric Déliac, président de Mur Resources et acteur du consortium d'entreprises électrices, qui, oui. Alors c'est du lambris, c'est ça chez vous, Éric? On peut en parler? Oui. Parfait. Oui. Donc, moi, vous voyez... je ne vous vois pas d'ailleurs. Hein. Oui, mais écoutez, on ne vous affiche pas nos faces, là, 19h, les embouteillages, Montpellier, on est harassés. Non, il ne faut pas que vous voyez ça, ce serait affreux. Comme ça, vous allez garder votre énergie. Et enfin, Jérôme Béranger, qui est CEO d'Adelia, qui est chercheur associé au CERPOP, INSERM, l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous voyez en ombre chinoise, là, non? On vous voit bien. Bon, c'est bien, ça nous amincit, je parle surtout pour moi. On commence avec vous, Grégory Lamotte. Vous proposez de mettre de l'intelligence dans notre énergie solaire. Ça veut dire qu'avant, elle était stupide, l'énergie solaire? Dans le micro. Non, c'est allumé, c'est bon. Oui, ok. Donc oui, alors l'intelligence, c'est vrai qu'on parle souvent de smart. On a toujours été, enfin dans l'énergie, aujourd'hui le système énergétique, c'est un des systèmes les plus complexes que l'homme ait créé. Ça fonctionne depuis des années, donc il est déjà smart depuis longtemps. Après, il n'était pas très digitalisé, mais il fonctionne bien quand même. Aujourd'hui en France, on a un système qui marche très très bien. La preuve, ça vient de s'éteindre. La preuve, il y a un capteur qui marche. Quelque part, il y a un capteur qui marche bien. Système de détection. On s'aperçoit qu'on a un bon système, c'est quand on voyage beaucoup et qu'on voit que partout, par ailleurs, c'est pas toujours le cas. Oui, effectivement, ce que fait comme moi, nous, on s'est rendu compte que le solaire, c'était l'énergie la moins chère du monde, de loin, par rapport à toutes les autres énergies. Elle évite effectivement les frais de transport, les frais d'acheminement, et permet effectivement aux particuliers de pouvoir profiter d'une énergie qui n'est pas chère. Mais le problème, c'est un problème de synchronisation de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous mettez des panneaux solaires sur un bâtiment résidentiel,
Les gens, la journée, sont au travail, les panneaux solaires vont produire principalement en journée, et donc ils vont réduire leur facture de seulement 20%, parce que c'est le moment où les panneaux vont produire l'énergie qui va être consommée. Alors que nous, on développe des objets connectés, donc on a à peu près 25 000 clients en France qui utilisent nos technologies, et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire consommer les équipements électriques au moment exact où l'énergie est produite, et nos clients vont faire en moyenne entre 50 et 70% de baisse de la facture. C'est-à-dire qu'on va pas rendre intelligent, mais on va coordonner l'offre et la demande au sein d'un site, et on peut le faire à l'échelle d'un bâtiment, mais on peut le faire aussi à l'échelle d'un quartier. Et nous, on travaille sur plusieurs projets d'autoconsommation collective, et ce qu'on fait à l'échelle d'un quartier, on peut le faire d'une maison, on peut le faire à l'échelle d'un quartier, il ne pourra pas d'un pays demain. Et on travaille sur un stockage qui est déjà présent, qui est le stockage des cumulus électriques. Il y a 17 millions de cumulus en France, il y a 70 millions d'appareils électriques de chauffage qui sont chez les gens, qui demandent qu'à être pilotés pour pouvoir aller synchroniser. Et quand on prend le contrôle de ces équipements, on peut stocker la production de 35 centrales nucléaires pendant 4 heures. Donc c'est des choses qui sont à ma portée de main. Tout le monde a Internet, tout le monde a des équipements, et la synchronisation entre demandes, il suffit de la digitaliser, et c'est ce qu'on fait. Vous offrez quoi? Ça veut dire que la solution finale, c'est un tableau de bord, quelque chose pour piloter, qui est relativement simple. On essaie d'oublier la techno derrière pour offrir une expérience utilisateur. Alors en fait, nous, on est fabricant d'objets connectés. C'est qu'avant, on était intégrateur, et depuis cette année, on est devenu fabricant. Donc on a une usine en Alsace, on fabrique nos propres objets connectés, et on va mesurer l'énergie qui est produite, l'énergie qui est consommée, et on va piloter les équipements. Donc de manière assez simple, par exemple un cumulus, c'est super simple, on l'allume, on l'éteint quand il y a l'énergie. Et puis le chauffage, c'est un peu plus utile, parce qu'on va envoyer des consignes de température, et on va les faire fluctuer, soit la clim, soit le chauffage, pour aller consommer plus ou moins en fonction de la disponibilité. Donc les gens, quelque part, ne savent pas qu'ils ont une solution comme Watt, sauf quand ils veulent, quand il y a un problème, on leur dit « Ah, c'est bizarre, là, aujourd'hui, il fait pas si froid, vous consommez beaucoup de chauffage, vous avez peut-être laissé une fenêtre ouverte. » Donc ça permet aussi d'aider les gens, et puis on essaye de faire de la pédagogie autour de l'énergie, parce que l'énergie c'est transparent, les gens ne la voient pas. Quand il y a une fuite d'eau chez eux, ils voient l'eau qui coule, ils appellent le plombier, mais quand ils ont un appareil qui consomme trop, etc., c'est transparent, ils sont aveugles, ils ne voient pas. Et nous, on leur met en face des yeux, effectivement, on essaie de faire des data vis, des visualisations qui permettent de leur faire prendre conscience que l'énergie c'est pas gratuit, et que ça vaut cher, et qu'il vaut mieux s'en intéresser, et quand on s'intéresse, dans l'économie. Alors on va y revenir dans le détail. Je me tourne vers vous, Louis Collet-Gourdin. Oui. On reste toujours chez les particuliers. Alors là c'est pareil, c'est pour sensibiliser les gens. Vous avez mis en place une expérience qui s'appelle Solar Experience. On reste dans le solaire. Vous êtes parti de quel constat? Alors moi, le constat que j'ai fait, c'est que les gens ne savaient pas ce qu'était finalement un watt. Donc pour leur apprendre le watt, je leur propose en 2 heures d'assembler leur propre panneau solaire pour recharger leur smartphone. Parce que quand on comprend combien fonctionne un smartphone, on va être capable de voir la différence que c'est avec un chauffage. Un chauffage, ça consomme 100 voire 200 fois plus qu'un smartphone. Et c'est ça, du coup, que j'essaie d'inculquer aux gens, cet apprentissage de la base de l'électronique par une simple expérience. Solar Experience. Sauf qu'on est tous des gros nuls, on part de très loin, et en plus il y a des réticences. On va venir aussi sur les réticences par rapport au solaire, parce qu'il y a des gens qui ont fait du dégât. Hein. Mais quelles sont les réticences à vaincre pour essayer d'expliquer aux gens le concept, pourquoi le solaire c'est formidable? Alors les réticences à vaincre, ça va être juste qu'il faut franchir le pas, de s'intéresser un petit peu à la technologie. Finalement, c'est des concepts très simples. Si on sait manier les euros, on peut savoir manier les watts. Voilà. En général, c'est ça l'idée que je veux transmettre, c'est que tout est réciproque finalement. Si on manie bien un des chiffres, on peut manier bien l'autre. Ok, vous faites des ateliers, vous prenez des gens pour mon niveau à peu près, et vous les emmenez vers quasi l'autonomie pour charger vous-même votre portable avec... Alors au niveau des personnes que j'ai touchées, ça va être des retraités, comme des jeunes adultes, comme des enfants, comme des mères de famille qui sont venus avec leur famille, comme même des réfugiés. J'ai eu l'occasion d'aller à Calais pour les former à faire leur propre panneau solaire et être en autonomie sur leur transit. Donc voilà, tout le monde peut s'y intéresser, même les détenus. Je vais avoir une formation avec l'APIGE prochainement pour les former au métier de demain. Donc je pense que oui, cette Solar Experience peut être une bonne solution à cette fois. Vous sentez qu'il y a une appétence, qu'il y a une prise de conscience à votre échelle? Vu que j'ai des clients, je pense que oui. Mais c'est peut-être votre charisme qui fait ça, on ne sait rien. Ah, j'espère pas. Hein. J'espère que c'est aussi le sentiment de vouloir devenir acteur qui leur fait passer le cap et venir à mon atelier et pas juste oh, il est gentil le petit jeune. Non. Il y a une vraie demande aujourd'hui de se former et d'être acteur à l'énergie renouvelable. On va là aussi approfondir dans quelques instants. Eric, de votre côté, vous planchez aussi sur une solution qui redonne du pouvoir à l'usager, mais cette fois-ci, c'est l'usager professionnel. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. D'abord, juste pour préciser, je travaille comme conseiller stratégique de la PME Electrise, qui est dans la région toulousaine.
Et donc, elle a monté un partenariat avec d'autres entreprises de la région Occitanie pour développer l'objet de notre discussion de ce soir. Et donc, il s'agit d'un système de recharge pour véhicules électriques qui a un certain nombre de caractéristiques. D'abord, il est assez haute puissance, on parle de plusieurs centaines de kilowatts, parce que la demande professionnelle aujourd'hui est d'aller vers des charges de plus en plus rapides. Il est également intégré avec une production photovoltaïque, et par conséquent, on parle de surface de panneaux assez importante, nettement plus de 1000 m². Et il est également intégré avec un système de stockage piloté d'énergie. On utilise pour l'instant des batteries de deuxième vie, mais plus tard, on pourrait penser à l'hydrogène, par exemple. Et donc, le challenge de ce projet, c'est avant tout un challenge logiciel. Il optimise son énergie en temps réel pour satisfaire un objectif d'autonomie. L'objectif de cette station de recharge, c'est d'utiliser une énergie verte avec le maximum d'autonomie possible, ou formulé autrement, de soutirer le moins possible au réseau électrique, qu'on soit en hiver ou en été, et donc de s'ajuster en temps réel aux intermittences grâce au volant du stockage et surtout grâce à l'intelligence qui est dedans. Et donc il y a un défi technique, qui est le défi numérique, mais il y a aussi un défi culturel qui est de donner aux utilisateurs le moyen de voir pourquoi on leur limite l'énergie disponible, alors que nominalement les stations de charge pourraient délivrer beaucoup plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire montre de pédagogie là aussi, expliquer que c'est une énergie intermittente, qu'il y a des paramètres. Absolument. Absolument. On le démontre avec des tableaux de bord, on le démontre aussi avec des possibilités de relax et des contraintes. Mais en gros, pour essayer de simplifier, on gère l'énergie en temps réel grâce au pilotage. Donc on sait à tout moment, pour une cible d'autonomie, combien d'énergie est disponible en regardant la production photovoltaïque et l'état du stockage. Et ensuite, quand on sait l'énergie disponible, on va l'allouer aux différents véhicules en respectant des critères qui sont des critères propres à chaque véhicule et à chaque conducteur. Donc les véhicules seront en quelque sorte priorisés. Par exemple, si le véhicule est conduit par un commercial, ça ne sera pas la même chose que s'il est conduit par un sédentaire. Si c'est un véhicule de l'entreprise, ça ne sera pas la même chose que si c'est un véhicule personnel, et ainsi de suite. Et donc cette note de priorité, elle est actualisée en temps réel, de sorte que la puissance qui est disponible est donc allouée, ainsi que la durée de charge, en temps réel, pour respecter des objectifs d'autonomie. Alors j'imagine qu'il y a des prérequis, là vous parlez du soft, de l'intelligence qu'on met, ce qui va être quand même le thème de ce soir, c'est-à-dire pour tirer la quintessence et optimiser tout ça. C'est quoi le prérequis? Il faut des panneaux solaires sur une grande surface, il y a des obligations pour les professionnels de mettre du solaire. Vous avez saisi quelle opportunité là-dessus? Alors, bien sûr, lire sur les résultats de la loi énergie-climat qui rend obligatoire l'installation de surfaces photovoltaïques très importantes dès lors que les surfaces dépassent 1000 m². Donc on voit arriver une relative abondance, on va dire, d'énergie photovoltaïque. On profite également de la baisse régulière du prix des batteries, qui est un facteur qui va dans le très bon sens. Et derrière, bien entendu, c'est l'optimisation fine en temps réel et la communication avec l'utilisateur qui lui montre qu'il fait très bien en autonomie ou que ses souhaits peuvent coûter très cher en autonomie. Voilà, encore on va y revenir. Alors, il va y avoir un peu de frustration pour vous, Jérôme, parce que vous êtes évidemment positionné sur la deuxième table qui est liée aux données, donc vous prenez des notes pour l'instant. Je vous interrogerai tout à l'heure, parce que là, évidemment, tous ces outils qu'on est en train de mettre en place collectent énormément de données. Mais peut-être vous allez nous donner un petit indice sur ce que vous nous direz tout à l'heure. Et ça pose des questions, de sécurité, ça pose des questions éthiques, ça pose des questions... Quel est votre positionnement vous, par rapport à ça? Sur le collecte de données? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de collecte de données ou de projet numérique avec les enjeux et les restrictifs autour de ça, il faut avoir une vision d'ensemble et de transversalité. C'est-à-dire que quand on parle de données, dedans, ça entraîne forcément des notions telles que comment ces données, est-ce qu'elles sont intègres, qui a accès à ces données, comment elles sont sélectionnées, quelle est la sécurité autour de ces données, comment elles sont organisées, comment elles sont tracées. Et on voit que rien qu'avec uniquement sur la question autour des données, se posent plein de questions éthiques sur les enjeux et les risques qui sont associés à ça. Et ça, c'est que le début de là où on ne parle même pas d'exploiter, de traiter la donnée après. C'est-à-dire que là, c'est uniquement sur la data en tant que telle. Et si maintenant vous me posez des questions sur l'exploitation de la data, donc ça veut dire qu'il y a un système algorithmique qui va traiter ces données, là va se poser d'autres questions sur la robustesse, sur tout ce qui est la transparence, l'explicabilité de l'algorithme, la qualité, la fiabilité, les finalités qu'on en fait, les biais.
Et donc vous voyez que c'est tout un cheminement en fait qui dépasse largement le scope de la propre donnée, parce que des données simples, très bien, mais si des données brutes ou qui deviennent de l'information, de la connaissance, mais si elles ne sont pas exploitées, elles ne servent pas à grand-chose. Et les algorithmes, s'ils ne sont pas alimentés par des data, ils ne servent pas à grand-chose. Donc vous voyez bien que tout est entremêlé en fait. Et c'est ça toute la complexité de la démarche, d'essayer de tendre dès qu'on touche à du numérique, c'est de tendre vers quelque chose qui tout est lié, quoi. Là encore, on va approfondir dans quelques instants. Pascal Riwal, de votre côté, vous faites le promoteur d'une nouvelle initiative qui va devenir obligatoire à partir du 1er janvier de l'année prochaine, c'est le carnet numérique du logement. Alors là encore, c'est toujours cette histoire de faire l'interfaçage entre l'énergie et le numérique. Qu'est-ce que ça va apporter à l'usager dans sa gestion de sa consommation énergétique, voire beaucoup plus, ce carnet? Oui, alors EDF se retrouve sur un sujet sur lequel on ne l'attend pas automatiquement, c'est une plateforme d'accumulation de données autour du logement dans un cadre réglementaire. Le secteur du logement, c'est un secteur industriel qui est probablement un des derniers en phase de digitalisation. Le Covid a fait une accélération un peu de tous les secteurs industriels, mais... Rapprochez le micro un peu juste, qu'on puisse entendre. On m'entend là? Parfaitement. C'est bon, exact. Et donc, voilà, donc le secteur du logement, c'est quand même 150 milliards, le neuf, c'est 42, la rénovation, c'est 45. Et l'image qu'on en a aujourd'hui, c'est plutôt c'est des délais, des coûts non maîtrisés. C'est globalement plutôt des soucis quand on a envie de faire quelque chose, or ce sont des éléments essentiels. Et on voit bien que la digitalisation, ça va amener de la traçabilité, ça va amener de la productivité, ça va amener de la productivité partout. Ça va amener aussi un changement de la relation avec le client final. L'acquéreur d'une maison, le vendeur-l'acquéreur, le locataire, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réglementation dans la loi climat et résilience qui dit, au 1er janvier 2023, toute construction neuve, il devrait y avoir un carnet d'information du logement dans lequel il y aura tous les éléments du bâti, qui concernent notamment la qualité, la DPE énergétique, mais aussi la qualité des murs, des fenêtres, etc. En fait, tous les éléments, les datas qu'on vient d'évoquer, qui vont pouvoir permettre de calculer demain, dans le temps, chaque logement va conserver tout au long de sa vie, à la construction, après il va être vendu, il va faire des rénovations, il va y avoir un locataire, enfin voilà, et le carnet d'information du logement, il va suivre le propriétaire tout au long de la vie du logement. Ça, c'est l'idée du gouvernement. Ils n'ont pas voulu obliger le numérique, ce qu'ils avaient fait dans des décrets, dans une loi précédente, parce qu'il y a la problématique de l'accès au numérique, ce qui est une vraie difficulté. Voilà. Et donc on voit bien l'idée, puisque aujourd'hui, si vous avez un propriétaire dans un immeuble assez ancien, en général, les plans historiques ont été perdus, une partie des travaux, on ne sait pas lesquels ont été faits, et c'est très facile de ne plus avoir des plans up-to-date, y compris dans des maisons ou des logements. Voilà. Alors demain, ça veut dire quoi? Si on se met à la place de l'habitant du logement, ça veut dire, je vais prendre un exemple très simple du quotidien, vous avez un appareil électroménager qui tombe en panne, premier réflexe, vous cherchez la notice. Si vous avez bien rangé comme moi, la notice, vous ne l'avez pas, bien entendu. Et donc vous vous dites, oui, mais tout est sur Internet. Et donc vous avez plein de sites qui, souvent vous vous en payez, vous trouvez des notices qui, souvent, ne correspondent pas à l'appareil que vous cherchez. Enfin, vous avez sûrement dû avoir cette expérience-là. On peut imaginer dans le CIL de demain, vous achetez l'appareil électroménager, vous déposez la facture, vous mettez un système d'algorithme suffisamment intelligent pour lire le type d'équipement, aller chercher la notice, la stocker, ce qui fait que quand vous avez une panne après, vous pouvez revenir dessus, voir il peut y avoir des bonnes pratiques suivant la nature ça dépend de l'intelligence qu'on met autour de l'interface web qui va se connecter sur le CIL du particulier, avec son consentement, avec bien sûr le respect des réglementations RGPD, puisque de toute façon, ça paraît évident. Ça c'est un exemple hyper simple, mais vous pouvez le mettre sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. Vous voulez faire des travaux de rénovation sur un logement existant, et là les questions sont monstrueuses. Vous avez quel type de travaux? Donc si vous avez les données du bâti, etc., on va pouvoir vous orienter sur différents types de travaux, voire un séquencement. Quel type d'aide? Et là, ça dépend de vos données personnelles, vos revenus et un certain nombre de choses. Et si c'est sécurisé, vous pouvez aussi les mettre à disposition pour faire le calcul du type d'aide que vous pourriez avoir, des aides nationales, mais aussi régionales, parce que c'est très compliqué le système d'aide. Et puis ensuite, vous pouvez avoir un parcours de rénovation avec un accès aux données et des échanges
une relation digitalisée entre le client, les artisans, voire l'architecte ou le futur accompagnateur de rénovation qui vient d'être donné dans le décret de la RE 2020, on peut imaginer une digitalisation et ça change totalement la donne par rapport à, je ne sais pas si vous avez fait des travaux de rénovation dernièrement dans vos maisons, je ne sais pas si vous avez utilisé un architecte et si vous avez eu plein d'artisans, mais tout le monde sait que le sport principal dans ce cas-là, c'est de foncer le soir dans son appartement pour voir ce qui a avancé et si les artisans ne se sont pas trompés de pièces ou s'il n'y a pas un tuyau qui a été mal branché. C'est dommage de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe en vrai, quelle que soit en fait l'énergie qu'on y mette. Voilà, donc ça c'est le CIL au 1er janvier 2023. Et derrière, c'est quel type de produits vont être développés. Et nous, EDF, on a fait travailler des particuliers, on a travaillé avec des professionnels. Qu'est-ce qu'on proposera? On travaille sur un produit, on s'est allié avec DocaPost, parce qu'ils ont des coffres-forts Digipost, qui sont niveau sécurité ce qu'il y a de plus élevé en France aujourd'hui, ce sont des serveurs en France. Et puis surtout, ce sont des coffres-forts où en fait on n'a pas accès à la donnée, il faut qu'il y ait les consentements du particulier et on met un système de possibilités d'action, de valeur ajoutée si le particulier le veut. Et voilà, et on met bien sûr les données du bâti qui vont être apportées par le constructeur, et là pour le constructeur on lui fournit une interface digitale pour dialoguer pendant la construction et déposer les documents dans le coffre-fort. Et on va y raccrocher le coffre-fort Digipost du particulier, parce qu'en fait un logement c'est pas que le bâtiment, c'est aussi l'usage. Et l'usage, c'est les consommations d'énergie, d'eau, de télécom. Et ça, c'est le coffre-fort du particulier. Ça, c'est pratique. Ce que vous décrivez, c'est l'idéal, parce qu'il va falloir qu'il y ait un changement de culture. Si le monde du bâtiment, c'est un des derniers à être numérisé, comme vous le soulignez, pour que ça marche, il va falloir convaincre les acteurs du bâtiment de remplir, de mettre ces données à disposition. Parce que l'interfaçage, ensuite on va parler du client avec vous, Grégory, et vous disiez d'ailleurs tout à l'heure qu'il peut y avoir des difficultés d'accès au numérique, mais voilà, les professionnels, il va falloir les convaincre, à marche forcée, à coup de réglementation, à coup de... Alors les professionnels, c'est la réglementation du 1er janvier 2023, elle les oblige à déverser les documents dedans, donc ils peuvent les déverser avec une clé USB, nous on leur fournit une interface qui en plus leur permet de dialoguer avec le client. Donc on essaie de leur faciliter, de leur apporter de la valeur ajoutée dans un produit, c'est clair, et on essaie d'apporter de la valeur ajoutée pour celui qui va utiliser le CIL. Voilà. Et l'idée demain, c'est bien sûr développer des fonctionnalités à valeur ajoutée pour le particulier en son logement, quelque part d'avoir une espèce de couteau suisse demain on a une question dans le logement, ça peut être sur l'énergie, mais pas que, et vous avez les données des deux coffres-forts, de l'usager et des bâtis, et normalement on doit pouvoir répondre à beaucoup de choses. Donc finalement, ça remplacera le gros classeur rempli avec toutes les notices que j'ai quand il y a des artisans qui viennent et qui me laissent ces papiers-là. Voilà. Alors ça, c'est le gros classeur parce que tu m'as l'air d'être quelqu'un d'assez sérieux et rationnel et qui range ses papiers. Mais dans les sondages qu'on a fait sur les gens, vous avez vraiment un tiers des gens enfin 10% des gens qui sont digitalisés, ils mettent tout sur le numérique. Et puis vous en avez un gros tiers qui a un classeur bien rangé. Et puis vous en avez plus de 50%, ils ont des boîtes, des factures, voire ils ne savent plus où est le papier, quoi. Et j'ai même eu la réponse me dire oui, mais de toute façon, l'acte de propriété, il est chez le notaire. Alors comment ça se passe, Grégory, là, ce qu'on décrit, il faut quand même que l'usager soit un petit peu orienté tech, ou au contraire, on lui présente une interface qui lui permet de simplifier, de fluidifier son parcours client. Comment on l'emmène vers ça? Parce que ce que vous décrivez, justement, c'est en faisant un peu sourire sur les uns les autres, les habitudes des uns des autres, mais il y a encore des étapes à franchir pour l'usager. Alors oui, effectivement, nous on le voit, on fait des statistiques d'usage, c'est qu'on installe de la technologie chez les gens qui nécessite beaucoup de R&D, 10 ans de R&D, et puis après des fois on voit qu'il y en a qui s'en occupent pas, donc on a une partie de nos clients qui ne s'intéressent pas aux comparatifs qu'on peut leur envoyer, donc effectivement il y a des gens... Enfin, pour qu'ils soient clients chez vous, il faut qu'ils aient une appétence au départ en se disant je vais optimiser ma conso. Alors oui, effectivement, mais il y en a qui... Donc il y a déjà un biais, c'est des gens qui sont un peu plus orientés vers... Alors en fait, le biais, ils viennent chez nous pour plein de raisons, mais la raison principale c'est l'économie d'énergie. Donc il y a des gens, parmi ceux qui viennent, donc la plupart, 80% des gens qui disent voilà je veux réduire ma facture, ils sont pas forcément, ils disent oui mais moi je veux baisser ma facture mais le digital ça me gonfle, j'ai déjà un boulot compliqué, quand je rentre chez moi j'ai pas envie de continuer à devoir allumer mon portable ou répondre à des quiz ou à faire de la gamification sur l'énergie, je m'en fous, je veux que ça soit automatique, j'appuie sur un bouton, ça marche. Donc on voit dans les fréquentations de notre application des gens qui n'y vont jamais, donc ils ont un certain niveau de performance, donc on est obligé de se débrouiller sans eux.
Effectivement, et il y a des gens qui y vont tout le temps. Il y a des gens tous les jours qui S'ils vont jamais et qu'ils ont désactivé les notifications, vous allez avoir du mal à leur proposer une optimisation. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est automatique, c'est transparent pour eux. C'est-à-dire qu'une fois qu'à l'installation, on branche le cumulus, le chauffage, etc. Et normalement, ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'on s'assure que le niveau de service soit délivré. Et que vraiment, ils viennent nous voir quand ils n'ont pas d'eau chaude ou qu'il y a un problème de température. Mais on s'arrange pour prendre des marges de sécurité pour que ça n'arrive jamais. Donc il y a des gens qui font aucun effort. Par contre, ceux qu'on essaye, qu'on arrive à rentrer dans le jeu, on dit oui, vous avez vu quand même, vous avez consommé plus alors qu'il ne fait pas si froid que ça, etc. Et qui répondent et qui rentrent dans le jeu, là on peut monter les économies d'énergie et gagner 20% en plus que ceux qui ne font rien. Donc nous on estime que ceux qui s'intéressent, ils font 20% d'économies en plus que ceux qui ne s'intéressent pas. Mais on sait très bien que c'est pas donné à tout le monde, et puis il y en a qui ont le choix de s'intéresser, et puis il y en a qui s'en foutent. Et que ceux qui s'en foutent, on peut rien y faire quelque part. Mais ceux qui s'en foutent, ils viennent pas chez vous. Pourquoi ils viennent? Si, parce qu'ils y vont, parce que c'est automatique, ils n'ont rien à faire. Ouais. Et puis il y en a qui sont très écolos. Enfin, ça veut dire qu'il y a un minimum d'applications pour gagner. Là, vous dites, histoire de simplifier 20%, il y a quand même à minima une application. Aller regarder le tableau de bord, aller essayer de piloter. Et en quoi c'est différent, Eric Déliac? Est-ce que vous sentez des réticences chez les pros ou c'est quoi la différence d'attente entre un usager professionnel et un usager grand public? Et je pense que la situation est très très similaire en fait, parce que la potentialité de gain, elle est là. Toute heure de recharge qui se fera en ne dépendant pas du réseau, donc en ne payant pas l'électricité au réseau, prend une valeur de plus en plus grande au fur et à mesure que le prix des carburants augmente. Donc l'appétence et l'intérêt sont là. La seule chose, c'est de pouvoir gérer les périodes de pénurie d'énergie et de faire accepter le fait qu'on va devoir attendre un peu plus longtemps pour se charger. Mais le gain est là et je dirais il faut absolument le mettre en évidence et c'est ce à quoi nous nous attachons parce qu'en fait ça fait passer beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est au-delà de l'aspect algorithmique et technique, au-delà des économies à réaliser, il y a un côté culturel, il y a un changement là encore culturel à mener. Absolument. Et d'ailleurs, à tel point qu'on met aussi en place un petit module prédictif dans notre système qui va partir des demandes qu'il y a eu dans les 2 semaines ou le mois précédent. Va faire un petit peu de prédiction sur la demande, va regarder les prédictions météo sur les 2 semaines qui viennent et va proposer aux gens de relaxer la contrainte si les circonstances le permettent. Donc on essaye de créer une espèce de complicité entre le système et l'utilisateur. Alors là c'est le hasard parce que ce soir on se focalise un peu sur le solaire. Le solaire c'est quand même, je parlais tout à l'heure, il y a un traumatisme collectif quelque part qu'on doit surmonter. Louise Ocoli-Gourdin. Il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu une période où tout le monde faisait du solaire, comme aujourd'hui, c'est les gens qui vous appellent pour le compte formation, à chaque période son arnaque. Alors, là, il y a à vaincre des réticences culturelles, là aussi. Alors, j'en ai qui viennent à mes ateliers qui me parlent beaucoup justement de ces arnaques, avec, pour ne pas les citer, Photowatt par exemple, qui avait à l'époque mal fait leur étanchéité, donc beaucoup d'utilisateurs avaient des fuites à l'intérieur chez eux. Non, on ne stream pas, donc c'est bon, on ne sera pas poursuivi pour diffamation. Et du coup, voilà, c'est ce problème qui revient fréquemment. Et donc la question, pour répondre à la question qui était de la réticence, finalement, la réticence, elle peut être brisée en faisant soi-même son panneau solaire et se rendant compte de comment ça fonctionne concrètement et que la faute, ce n'est pas la faute de la technologie, mais plutôt des installateurs et des groupes à l'époque qui étaient frauduleux. Et pas de la technologie en soi. Ouais, si je veux compléter, nous effectivement, on s'aperçoit que tous les avantages, il y a plein d'avantages de passer au solaire. C'est moins cher, c'est écolo, ça crée de l'emploi, c'est super. Et pourquoi les gens ne le font pas massivement? Et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, et on s'est rendu compte que c'était un peu un problème de confiance. Un peu comme avant, le stop, c'était pas forcément très courant, et il y a eu Blablacar qui a inventé juste une application mobile, et tout de suite les gens se sont mis à avoir confiance, alors qu'avant ils n'avaient pas forcément confiance quand ils voyaient les gens dans la rue qui mettaient le pouce en l'air. Et donc nous, ce qui se passe, c'est que notre stratégie pour régler ce problème de confiance, c'est ce que tu fais, c'est de la pédagogie en fait. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui savent acheter un smartphone, ils savent acheter une voiture, si on dit ce que c'est qu'une Clio, les gens savent ce que c'est qu'une Clio. On leur propose un prix, ils savent à peu près ce que c'est. Un panneau solaire, c'est nouveau. Donc un vendeur, quand il rentre chez quelqu'un et qu'il voit que la personne n'a aucune idée de ce que c'est qu'un panneau solaire, que le vendeur peut dire ça coûte 5 000, ça coûte 10 000, ça coûte 20 000, le client va le regarder comme ça, dire ah oui c'est bien, c'est intéressant. Le vendeur, un peu borderline, il va vendre 20 000, il va vendre plus cher. Et puis après derrière, il va installer, comme il dit le particulier, s'il ne connaît pas, je vais mettre les panneaux, je ne vais pas mettre les panneaux que je lui dis que je mettrai d'autres panneaux, et puis je vais pas raccorder. Et puis voilà, donc c'est des éco-délinquants qui pourquoi les éco-délinquants prospèrent? C'est parce que
c'est à ce manque de connaissances, de compétences des clients, parce que pour l'instant c'est nouveau, c'est une nouvelle technologie. Donc nous on se bat contre ça, et c'est des gens, ils créent des boîtes, ils font des sinistres, ils créent de mauvaises opinions, et puis ils déposent le bilan, et puis ils créent une boîte 6 mois après, et nous on se bat contre ça eux. veut dire qu'il y a une massification à faire au niveau de la pédagogie. Est-ce que c'est envisageable ça? Alors moi j'aimerais bien, si possible, que tout le monde puisse faire son propre panneau solaire à l'école pour vraiment être sensible durablement. Mais c'est ce que EDF avait fait à un moment avec une petite série pédagogique qui s'appelle Voyage au centre de l'électricité. Donc c'était un petit dessin animé avec les Shadocks. Et c'est ça que je recommande à mes jeunes quand ils viennent. Je leur dis regarde ça sur YouTube, tu vas voir, c'est très pédagogique, très instructif. Et pour revenir aux escrocs, moi quand je demande combien ça vous semblez que ça va vous coûter l'atelier, souvent ils répondent 100, 150 euros. Et moi je leur dis non, l'atelier formation panneau solaire ça vous coûte 30, 20 euros selon le nombre que vous êtes. Et là ils disent ah bon, mais c'est pas très cher et tout. Je leur dis non, un petit panneau solaire de cette taille-là pour charger votre smartphone, ça va vous coûter 80 centimes, 1 euro. Voilà. Donc vraiment aujourd'hui on est sur des sommes dérisoires quand on rentre au prix de la cellule et qu'on le fait nous-mêmes. Voilà. Okay. Bon, on va attendre qu'il y ait un nouveau ministre de l'Éducation dans quelques mois et on va essayer de le convaincre pour vous. Pour finir aussi, ce qui est maintenant aussi ce qu'on voit avec les joueurs, c'est que les gens se renseignent sur Internet. Vous savez que les avis sur Internet comptent de plus en plus, et maintenant les éco-délinquants, ils sont embêtés parce que quand ils font un mauvais travail, ça les suit, et la sanction elle tombe tout de suite. Alors qu'avant, ils pouvaient passer entre les gouttes pendant 6 mois, 1 an, et là maintenant, au bout de 15 jours, s'ils ont fait de mauvaise installation, les gens vont sur Internet, et ça c'est... Donc c'est quand même... Bon, Internet, il y a du bien et du mauvais, mais il y a aussi des avis qui sont de plus en plus utiles. Pascal Riwal, vous n'êtes pas forcément fan d'une approche technique pour expliquer les avantages, par exemple, de ce que vous mettez en avant sur le carnet numérique du logement. Il ne faut pas bousculer les habitudes des gens, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on dit là tout à l'heure, il faut se renseigner à minima, essayer d'être un peu éduqué dans la pédagogie. Comment on fait pour que ce soit transparent, mais qu'on arrive quand même à optimiser son expérience et au final ses économies d'énergie ou autres? Pour répondre aux questions que les gens ont, même si les questions ne sont pas automatiquement celles qu'on aimerait qu'elles soient en fait. Parce qu'on ne va pas transformer toute la population française ou les propriétaires de logements en spécialistes des technologies. Donc, mais ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les gens, une grande partie, laissent le système s'optimiser parce que ça leur convient et qu'a priori ils font des économies par rapport à avant, c'est déjà bien. Et c'est vrai qu'on peut gagner, comme tu l'as dit, 20% à partir du moment où les gens sont actifs. Mais tout le monde n'a pas envie d'être actif dans sa vie pour l'énergie. Il y a plein de problématiques au quotidien et l'énergie est une des problématiques, même si nous, ça nous paraît essentiel. C'est une des problématiques, mais ce n'est pas celle automatiquement des personnes. Donc je pense qu'il faut, sur le carnet numérique du logement, sur les fonctionnalités, on l'a bien vu, on a fait beaucoup de groupes avec des gens, quelle était leur problématique sur le logement. Et c'est pas, je vais vous donner un exemple... Je vais me faire bâillonner par EDF, mais c'est pas automatiquement de faire afficher sa consommation toutes les heures sur un histogramme, par exemple. Même si on le fait. Par contre, avoir une analyse de ce histogramme et avoir une notification qui vous dit « vous pourriez faire ça, faites attention ». Mais ça veut dire qu'il y a une couche d'intelligence à rajouter ou d'agrégation de données pour aller vers l'utilisateur sans qu'il fasse cet effort supplémentaire pour lui dire « regarde, la valeur ajoutée, elle est là ». Oui, c'est cet interfaçage qualitatif. Pour parler la même langue, en fait, pour lui parler à quelque chose qui l'interpelle, et puis lui donner peut-être aussi la possibilité d'agir. Parce qu'en général, quand on vous montre un histogramme et on dit, bah voilà, vous avez fait ça, c'est pas terrible, vos voisins font mieux, la question c'est qu'est-ce que je peux faire? Il vaut mieux peut-être lui envoyer une démarche, un message positif, de dire, bah voilà, faites cela, et ça pourrait améliorer telle chose. Mais je pense que c'est ce que vous construisez. Et en fait, il y a tout un travail qu'on appelle le community management sur les plateformes numériques, de réflexion à se mettre à la place de la personne à qui on cause, et de sortir de nos mondes techniques, même si nos mondes techniques sont essentiels, puisque c'est l'origine des problématiques, comment on peut les résoudre. Alors oui, juste un petit complément par rapport à ça, c'est que nous on a mis en place aussi un système où on peut, le prix de l'énergie fluctuant en temps réel, il y a des abonnements aujourd'hui, il y a des prix, ce qu'on appelle la facturation dynamique, où là on a eu moi j'ai eu des surprises, j'y croyais pas du tout, et que en fait les gens se sont pris au jeu. Incroyable. Et en fait, c'est-à-dire que dans votre application, vous dites, voilà, demain, l'énergie, à telle heure, elle est plus chère, et on vous dit, elle est plus ou moins verte, plus ou moins carbonée, etc. Et donc, on s'est dit, oui, mais c'est pas grand-chose, parce que au niveau du carbone, on est quand même super bien placé, ça fluctue un petit peu. Au niveau de l'énergie renouvelable, ça fluctue un petit peu. Mais on a vu des gens massivement qui disaient, non, mais moi, mon lave-vaisselle, plutôt que de faire tourner le matin, je vais tourner à telle heure. Ils gagnaient genre 1 centime, quoi. C'était rien, mais ils se disaient, mais c'est bien,
Parce que si tout le monde fait ça, on va moins consommer au niveau des pics, ça sera mieux, et les gens ont l'impression de se resynchroniser. Et ça, c'est vachement important parce que moi, je passe beaucoup de temps en Bretagne avec la marée, ça synchronise tout le monde. On dit, ça a l'air de la marée, on y va, on sort le bateau, etc. Et là, on retrouve un peu, on se resynchronise avec les éléments, avec le soleil, parce qu'il y a beaucoup d'énergie renouvelable, et c'est le moment où il fait lancer de la vaisselle. Et même si c'est pour gagner 1 centime, même si c'est pour gagner 1% d'énergie renouvelable, les gens, ils ont l'impression de participer à quelque chose qui les dépasse et qui les resynchronise. Et c'est ça qui est chouette aussi dans les énergies renouvelables. En tout cas, le grand public est prêt à ça maintenant, parce qu'il me semble qu'EDF faisait ça à tempo il y a 30 ans. On le disait, attention, demain il y a un pic, délestage, et donc les gens agissaient en conséquence. On va terminer sur les professionnels avec vous, Éric Déliac. Donc on a parlé finalement de... Pour l'instant, on est au niveau du proof of concept, on en est où de votre solution? Parce qu'elle a des exigences particulières. Vous le disiez, il y a le cadre réglementaire qui est là pour vous aider, puisqu'il y a l'obligation d'installer des panneaux solaires. Il faut quand même un minimum, j'imagine, de surface pour que ça marche. C'est quoi l'étape suivante? Comment est-ce que ça monte en puissance et ça rentre en production, tout ça? Eh bien donc, dans la deuxième moitié de cette année, nous allons démarrer une expérimentation en vraie grandeur chez un des partenaires du projet qui met à notre disposition une capacité photovoltaïque de 250 kW crête. On va y installer, il y a déjà une dizaine de bornes en place, on va en installer une ultra rapide de 180 kW. On va installer 200 kWh de batterie avec l'armoire de stockage intelligent. Et donc tout ça, on va le faire fonctionner pendant un cycle annuel complet de 12 mois pour pouvoir avoir vraiment les fluctuations, les intermittences photovoltaïques et tester la réponse du système. Dans cette configuration-là, nous viserons une autonomie sur l'année de 50%. Et donc c'est ça qu'on veut valider avec cette expérimentation. Tout en faisant changer les mentalités dans la tête, vous l'avez dit, l'acceptabilité de l'intermittence, l'acceptabilité de ne pas pouvoir charger forcément... Et c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs chez un utilisateur réel qui a accepté donc d'être partenaire et de nous laisser accès à toutes ces facilités. Et bien sûr que tout son retour nous sera très utile pour améliorer ce système de recharge. Et on m'avait dit qu'il a aussi une excellente gestion de la frustration. En tout cas, il se prépare, ça c'est sûr. Alors, toutes ces solutions ou ces approches proposées par nos experts, on l'a dit, se fondent sur une collecte importante de données avec des problématiques liées de plus en plus importantes, eu égard à l'ère de défiance qu'on connaît. On va se poser la question des enjeux éthiques et de cyber. Jérôme, vous êtes revenu? Vous êtes allé vous laver les mains tout à l'heure, on vous a tous vus. Hein. Non, je l'étais voir ma sœur, mais... Ah d'accord, très bien. Vous êtes allé consulter votre interface. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester dans les clous de l'éthique? Pardon? Je vous écoute, qu'est-ce que vous dites? Il y a un décalage. Allô? Oui, on a un petit décalage. Comment on fait pour rester dans les clous de l'éthique quand on connecte autant de données? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut, dès la conception d'un projet numérique, il faut mettre en place, déjà savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ces données. Donc il faut déjà mettre une feuille de route bien précise, avec les concepteurs, une équipe pluridisciplinaire, savoir déjà les enjeux, les attentes et les besoins des professionnels qui vont utiliser ces données, et surtout quelle est la finalité d'ensemble pour l'utilisateur final. C'est-à-dire, si c'est des données personnelles, savoir comment ça va impacter les personnes à qui on traite ces données-là. Et donc du coup, pour cela, il faut avoir ce qu'on appelle le back design, c'est-à-dire dès la conception d'un projet, il faut y intégrer des préconisations et des réglementations éthiques. Donc tout ça, c'est, pour faire court, un projet numérique, c'est structuré, on va dire, sur une étape de 5 à 6 maillages qui sont interreliés les uns aux autres. Donc on se pose plein de questions autour de ces données. Savoir, comme je vous avais dit en préambule il y a une heure, la sécurité autour de ces données, la traçabilité, leur fiabilité, l'intégrité, leur pertinence, savoir quelles sont les données qu'on veut et celles qu'on ne veut pas, parce que le problème c'est que plus on va utiliser des données à volumétrie importante, avec on appelle ça des projets big data, et à un moment donné, il faut aussi avoir une hiérarchisation de ces data. C'est-à-dire qu'à un moment, sinon, ça va créer des bruits de fond, des biais, et les corrélations qui en sortent vont être biaisées. Et donc, du coup, il y a tout un enjeu, c'est comme pour les recherches cliniques, il y a des ARC, c'est les attachés de recherche clinique, qui font ce gros travail d'épuration,
de lien qui permet de dégraisser les datas pour en garder uniquement les plus pertinentes et les plus performantes. Ça ne peut pas être automatisé, ça? Pour que ça soit automatisé, il faut donner la machine, on lui apprend juste à apprendre. Donc, c'est-à-dire que savoir quelles sont la nature des données qui sont pertinentes par rapport à d'autres, il faut déjà le programmer. Je vous donne un exemple. Dans notre entreprise, on est amené des fois à faire du conseil et à accompagner des grosses entreprises d'assurance, des mutuelles qui traitent de la data science, qui traitent de la donnée donc dans leurs écosystèmes, et ils veulent instaurer de l'intelligence dans leur data. Et donc du coup, ils veulent dire on va recruter des data scientists et ils vont avec leurs outils, ils vont nous améliorer nos données, les valoriser avec une vraie stratégie et en faire vraiment de la valeur et de l'efficacité. En fait, ça marche pas. Ça marche pas parce que vous prenez un data scientist qui sort de l'école ou qui a fait tout ça, s'il ne connaît pas l'écosystème dans lequel il va appliquer ses outils, il ne va pas être pertinent. Et en fait, c'est pas une boîte magique qui fait qu'on peut redupliquer n'importe quel outil de data science dans chaque secteur. Et si vous ne mettez pas les bonnes règles du jeu et les bonnes compréhensions du secteur, ça ne marche pas. Par contre, si on fait l'inverse, c'est-à-dire que si on prend quelqu'un, un actuaire, si c'est dans le monde de l'assurance, des mutuelles, donc il connaît le monde, si vous voulez, des statistiques en mutualité ou en assurance, et que vous dites, on te forme, enfin, on va te payer une formation pendant 1 an ou 2 pour avoir les bases et les outillages pour être un data scientist, et après tu reviens vers nous. Là, par contre, ça marche, parce qu'il vient du secteur, il sait exactement les problématiques, les enjeux, les attentes, les besoins des utilisateurs, des adhérents, mais aussi des professionnels qui font vivre. Et là, il peut appliquer les bons outils et les rendre flexibles. Et c'est pareil pour les data, en fait. Donc c'est ça qui est le plus complexe, c'est qu'avant chaque projet digital, ce qui est important, c'est que vous vous entourez de personnes qui connaissent le secteur de ce projet qui va être mis en application. Ça a une répercussion. Vous dites aussi qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur la donnée, mais prendre en compte un ensemble beaucoup plus large. Est-ce que vous pouvez détailler ça? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans un projet numérique, alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la data, donc des données, c'est un peu, on va prendre l'image, tout le monde a des bagnoles, donc d'une voiture. On dit souvent, oui, la donnée numérique, c'est l'essence du XXIe siècle. Bon, en ce moment, l'essence, elle coûte un peu cher, mais donc les datas, elles sont valorisées. Très bien. Admettons que vous avez fait tous ces questionnements, vous avez tout fait, toutes les actions pour que votre essence soit la moins polluante du monde. Donc la plus propre, la plus performante, entre guillemets. Et c'est pareil pour les datas, du coup. Très bien. Mais votre moteur, s'il est défaillant, votre voiture, au final, elle va être biaisée ou elle va être défaillante. Et là, pour faire l'analogie avec la voiture, le moteur, c'est l'algorithme, si vous voulez. Et donc, pareil, il faut se poser plein de questions autour de la performance de l'algorithme, comment les lignes de code sont construites, écrites, est-ce que les résultats ils sont robustes, ils sont fiables dans le temps, à partir de chaque scénario, ou scénario plutôt, comment on retrouve, est-ce que ça se répercute, la qualité, la fiabilité, la transparence, l'explicabilité autour justement de tout ce qui est cet algorithme, l'interprétabilité qu'on en fait, et les finalités. Donc ça, c'est le deuxième maillon chez nous. Après, il y en a encore 4 autres. Il y a, quand on reprend la voiture, on a fait l'essence, on a fait le moteur, il y a la fonctionnalité de la voiture. Admettons que vous avez votre moteur le plus performant, l'essence il est nickel, mais vous n'avez pas de feu anti-brouillard ou de feu tout court, et il y a des brouillards, de l'orage chez vous, ou du coup, vous êtes un danger public pour la circulation et pour vous-même, parce que vous n'avez pas les bonnes fonctionnalités en fonction des compétences ou des capacités de l'utilisateur, donc du chauffeur. Mais est-ce que tout le monde se pose cette question-là lors du développement du code? C'est-à-dire que là, si vous voulez, le code, concrètement, moi tout le monde me dit oui, là il y a 2 jours, on disait oui, il faut plus de femmes comme développeurs.
je dis très bien si vous voulez, mais c'est pas pour autant que l'algorithme sera moins biaisé ou plus ou moins sexiste ou ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est les donneurs d'ordre. C'est les concepteurs qui vont faire la feuille de route, qui vont mettre toutes les réglementations en place. Et en fait, le développeur, désolé, mais on lui dit voilà, c'est ça les instructions, tu le transformes en ligne de code. Et c'est tout. Dans une dizaine d'années, les développeurs, il y aura une partie des développeurs, ce sera des IA ou ce sera d'autres machines qui vont développer à leur place. Ça, il faut être assez pragmatique là-dessus. Donc du coup, si vous voulez, données, algorithmes et tout ce qui est système, interface, le design, ça c'est important, avec dedans l'ergonomie du système, l'applicabilité. Et après, il reste 3 niveaux encore à évaluer ou à étudier pour qu'un projet numérique soit éthiquement acceptable, on va dire. C'est l'environnement. Mais alors, c'est pas l'environnement comme j'ai entendu jusqu'à maintenant, ça fait partie sur l'écologie, tout ça, environnement durable, très bien. Mais c'est l'environnement, le contexte. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'une IA ou qu'une application digitale, suivant qu'elle soit dans un contexte de guerre mondiale ou de guerre sanitaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, géopolitique, sanitaire, technologique, religieux, elle n'a pas les mêmes effets et impacts ou utilisés de la même façon. Et donc du coup, en tout cas pour de l'IA, il faut comprendre qu'un IA, c'est quasiment un organisme vivant auto-apprenant, mais artificiel. Alors on lui apprend juste à apprendre pour l'instant, c'est pas de l'IA forte, certes, mais il y a une forte interaction avec son écosystème et donc les données qui l'alimentent et qui fluctuent dans le temps. Mais là, on est au top du questionnement du développeur. Vous êtes dans un optimum. J'imagine que d'autres développeurs ne se posent pas autant de questions. Alors, ils sont certainement moins éthiques, mais là, c'est ce que ferait. Enfin, on est dans un idéal. C'est pas le développeur, c'est le concepteur. Le développeur, c'est juste. D'accord. Pardon sur le terme, mais ça veut dire on est sur un idéal. Est-ce que tout le monde se comporte comme ça? Est-ce que certains ne peuvent pas se dire, à l'écoute de ce que vous mettez comme exigence, de se dire est-ce que l'éthique, c'est pas un frein, un coût, un frein au développement ou au business? J'ai envie de dire l'éthique est moins un frein que le juridique. Alors, parce qu'il faut savoir que le juridique, c'est imposé, c'est une sanction. C'est pas de l'accompagnement. Justement, c'est des régulations à différents niveaux. Les deux sont complémentaires. Donc d'anticiper suffisamment permet d'éviter ces écueils par la suite. Alors sur le moment, on va dire, je l'entends, oui, ça fait perdre du temps dans la conception. Si on essaye de remplir toutes les cases et de faire les choses le plus proprement possible ou pas. Mais à moyen terme, on y gagne. On y gagne. Parce qu'on anticipe aussi les règlements européens qui sortent et qui vont sortir. Et donc du coup, si vous voulez, nous de plus en plus, on le voit avec Hidalgo et on nous demande de structurer les entreprises avant, si vous voulez, les départements juridiques, donc basés avec des juristes et des avocats, s'occuper aussi notamment de la compliance et de l'éthique de l'entreprise. Ils faisaient un peu tout. C'est-à-dire qu'il y a un glissement. On est passé du juridique maintenant et c'est... En fait, il y a les deux. C'est-à-dire que maintenant, nous, on nous appelle pour nous dire, maintenant, on a compris que l'éthique et le juridique, c'était pas en confrontation, mais c'était pas pareil, et que les deux étaient interreliés, et qu'il y avait une vision plus systémique et plus transversale au sein de l'entreprise avec l'éthique que le juridique. Je vous donne un exemple. Développent de plus en plus des postes de digital ethics officer, qui sont souvent associés au COMEX. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision systémique. Moi, dedans, dans les groupes de travail, j'ai le responsable de la RSE, donc le conseil social des entreprises, je suis le responsable du digital, de la communication interne-externe, et aussi du juridique, des corps de métier, et tout ça, en fait, la stratégie. Parce qu'en fait, vous voyez bien que quand on parle d'éthique, c'est pluridisciplinaire, ça impacte toutes les sphères de la société. Enfin, de la société, de l'entreprise, je veux dire. Et donc, du coup, c'est là tout l'intérêt et qui fait sens. C'est-à-dire que de plus en plus, ils nous demandent de dire, c'est bien, nous, on porte des valeurs, et on voudrait que ces valeurs-là se retrouvent dans nos projets digitaux. Parce que s'il n'y a pas de... Le but, c'est quoi? C'est d'apporter du sens, de la transparence, de la sécurité, et donc de la confiance pour les entreprises par rapport à leurs clients ou à leurs potentiels clients ou aux citoyens. Parce que la donnée personnelle, et j'avais fait il y a 2-3 ans,
j'avais fait une présentation devant le MEDEF, et les personnes m'ont dit, les grands patrons m'ont dit, mais monsieur Béranger, l'éthique est devenue une valeur économique pour nous. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a pas de business. Pascal, vous souhaitiez réagir? Je dirais que la dernière phrase conclut assez bien. Je pensais dans la robustesse des algorithmes à un cas assez classique. C'est si vous avez un logement et que vous voulez faire des travaux, il y a plein d'algorithmes sur Internet. Et ils sont tous plus ou moins, il manque toujours quelque chose dans les algorithmes, mais ils ont une caractéristique, c'est vous avez au moins 40 à 50 questions avant d'arriver à un résultat où ils vont vous indiquer un entrepreneur, parce que de toute façon, il n'y a pas de solution. Et dans la robustesse, vous avez une particularité, c'est en région de France, il y a beaucoup de géothermie. Alors s'il y a une source d'énergie qui n'apparaît nulle part dans aucun algorithme, je le comprends, c'est la géothermie. Donc vous avez une grosse partie de la population de l'île de France qui ne peut pas utiliser tous ces algorithmes. Mais par contre, les gens qui s'amusent à le faire, ils ont quand même rempli 40 questions assez pénibles, voire techniques, voire incompréhensibles. Et donc, typiquement, ça disqualifie totalement ce type d'algorithme pour les clients qui sont dans cette situation-là. Ils auront plus confiance après pour retourner vers ce genre de choses. Alors on continue sur la donnée avec vous, Grégory Lamotte. Qu'est-ce qu'on fait pour rassurer, donc avec votre solution comme moi, vous collectez beaucoup de données, qu'est-ce qu'on fait pour rassurer l'usager sur ce qu'on va faire de cette donnée? D'ailleurs, on va atteindre notre premier point Linky, parce qu'on n'a toujours pas parlé de Linky, mais qu'on a vu la levée de bouclier ou les réticences qui peuvent exister, ne serait-ce que pour ce compteur dit intelligent. Donc il y a peut-être encore du chemin à parcourir. Comment vous faites, vous? Alors oui, effectivement, c'est un sujet clé qui est central, parce qu'effectivement, les données ont de la valeur, mais aussi les gens, ça apporte beaucoup de peur aussi par rapport à ça, parce qu'effectivement, quand on sait combien les gens consomment, on sait à quelle heure ils se lèvent le matin, à quelle heure ils se couchent le soir, est-ce qu'ils ont mangé chaud le midi, enfin, on sait beaucoup de choses. Ils ont pris une douche à deux. Voilà, ouais, enfin, oui. Non, enfin, j'ai un fait divers juste pour vous dire à quel point on peut mesurer les choses. Un jour, il y a un client qui m'a appelé, qui m'a dit « j'ai divorcé à cause de vous ». Et il m'a dit, c'est une blague? Il me fait non, c'est pas une blague, j'étais avec des collègues au travail, je regardais chez moi, je faisais ma démo de ma box comme moi, comme quoi, voilà. J'ai vu le chauffe-eau qui marche, le chauffe-eau électrique instantané qui marchait chez moi, ma femme était censée ne pas être là. Alors je suis rentré, je pensais que... Et j'ai trouvé ma femme avec son amant dans la douche, donc... J'étais pas loin sur la douche à deux, là. Donc je veux rien savoir, je vous ai rien dit, on n'a pas échangé ensemble. Mais donc voilà, effectivement, la data, elle est importante, et après les gens, ils savent très bien qu'effectivement, à partir du moment où il y a des mesures, donc nous, on s'est dit, voilà, les data, ça a de la valeur, c'est aussi indiscret. Donc comment on fait pour régler ce problème-là? Donc on s'est dit, c'est un peu comme les GAFA ont fait, en fait, c'est-à-dire... c'est rassurant. C'est rassurant, ouais. Non, mais ils ont posé des bonnes questions, ils n'ont pas forcément trouvé les bonnes solutions, mais ils ont posé les bonnes questions. Ils ont dit, voilà, votre téléphone, est-ce que vous voulez avoir un mouchard qui vous suit tout le temps, où vous allez, et comme ça, nous, on saura où vous êtes, etc. Si on pose des questions comme ça aux gens, les gens disent, non, je ne veux pas, c'est une horreur. Mais si je vous dis, oui, mais c'est votre téléphone, et puis ça pourra faire navigateur, ça pourra faire navigateur quand vous êtes dans votre... C'est global, non? Ah non, c'est les piles du vôtre. Allô. C'est un problème énergétique temporaire. Il va être... Allô, ouais, ok. Donc, personne ne voit un mouchard, mais si je vous dis, en même temps, ça fait des services de géolocalisation, quand vous prendrez vos photos, ça pourra vous dire où vous avez pris vos photos, ça pourra vous aider à trouver un restaurant, ça pourra vous aider, etc. Les gens disent, ok, il y a des contraintes, mais il y a des avantages. Donc nous, on essaie de montrer que la data, il y a des contraintes, il y a des avantages. Et si on fait beaucoup de pédagogie et qu'on explique les intérêts et les inconvénients, après on dit aux gens, libre à vous de pouvoir débrancher vos data. Mais Grégory, c'est un peu hypocrite ça, ils le disent tous. Vous allez avoir une expérience utilisateur qui va être limitée si vous ne donnez pas accès à toutes vos données. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, c'est pas hypocrite, c'est qu'on dit aux gens, voilà, vous pouvez être tout seul, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas partager vos données, par contre vous ne pourrez pas vous comparer par rapport aux autres, et vous ne pourrez pas savoir si votre consommation, elle est plutôt dans la moyenne, elle est au-dessus, ou moyenne, puisque les gens, quand on leur dit, voilà, votre frigo consomme 2 kWh par jour, les gens nous regardent, ils disent, mais c'est quoi, c'est bien, c'est pas bien. Sachez que votre voisin... Voilà. Et nous, on dit, voilà, par rapport à la taille de votre frigo, de votre famille, et en général, vous êtes plutôt dans les frigos qui ne consomment pas beaucoup, c'est bien, vous avez... Attention, voilà, ils consomment beaucoup. Il y a des frigos, nous, on a eu des congélateurs qui consommaient 20 fois plus que les congélateurs des autres. Parce que le thermostat était cassé et qu'il tournait en temps. Mais les gens ne s'en rendaient pas compte. Parce qu'en fait, même si on leur affiche qu'ils consomment 10 kWh par jour, ils ne savent pas que c'est 10 fois trop. Donc ils ont besoin de se comparer. Et nous on dit aux gens, si vous voulez pouvoir vous comparer, il faut que vous puissiez envoyer vos données de manière anonyme, qu'on puisse les comparer et qu'on les renvoie. Donc il y a un vrai service. Et nous ce qu'on a mis en place aussi, pour aller au-delà de ça, on a mis en place un comité data.
On a fait revenir, donc on a pris une association de consommateurs, le président d'une association de consommateurs qui est le GPEC, le groupement des petits producteurs photovoltaïques, qui est membre de ce comité de data. On a fait venir aussi des responsables de nos clients, on a pris des salariés, et on explique de manière complètement transparente ce qu'on fait avec les data. Ce qu'on fait, les algorithmes qu'on fait, les machine learning, tout ce qu'on fait, on explique complètement en toute transparence. Ils ont signé une charte de confidentialité, comme quoi ils n'ont pas le droit de répéter tout ce qu'on leur explique. Et on leur ça veut dire qu'ils vous ont fait remonter, mais attendez, ça c'est pas une bonne pratique, ça vous pouvez mieux faire, ça c'est bien. Vous êtes prêts à entendre ça? Ah oui, on est prêts à entendre ça, parce qu'en fait, à la fin, notre charte, ce qu'on a signé ensemble, c'est qu'on s'engage à ne pas commercialiser un service si le comité data n'a pas donné son accord. Et donc, ensuite, quand les clients nous appellent pour nous dire mais votre truc, là c'est pas un truc qui est en train de m'espionner, machin, je dis non monsieur, regardez, on a une charte, on a un comité data, etc. Et si vous voulez pas me croire, appelez le président de l'association des consommateurs qui pourra en témoigner. Et lui, il me dit voilà, je suis président. Il n'a aucun lien d'intérêt avec vous. Non, c'est un resto de temps en temps, il se balade dans votre Tesla. Voilà, oui, bien sûr, et puis en vacances, on part en vacances ensemble, et puis sur notre yacht avec Bolloré. Non, mais en fait, il n'y a pas. Parce que lui, c'est, enfin, pour tout vous dire, c'est un militaire à la retraite. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt, sa doctrine, c'est plutôt d'essayer de respecter, de défendre les gens qui sont en pour leurs applications, leurs projets digitaux qu'ils développent au sein des entreprises. Et dans les comités d'éthique, il y a forcément, selon le projet, ils vont intégrer dedans des utilisateurs de la société qui vont apporter leur angle de vue d'utilisateur en disant, pour comprendre les besoins et les exigences. Encore une fois, il faut qu'un projet digital, pour qu'il se développe et qu'il soit éthiquement acceptable, qui réponde aux attentes de la société ou des citoyens avec qui on va prendre leurs données à caractère personnel avec leur consentement libre et éclairé, ça c'est dans la loi, mais évidemment aux exigences des professionnels qui vont utiliser cet outil-là. Et donc un comité d'éthique, encore une fois, c'est pluridisciplinaire, et dedans il faut prendre, c'est pour ça que la vision de il faut le contexte, il faut l'éthique, c'est le contexte, c'est les interfaces, c'est les décisions, c'est les pratiques qui se déclinent de ces projets-là, mais c'est également aussi tout ce qui est l'algorithme et les data. Et pour ça, il faut avoir autour de la table des angles de vue différents, que ce soit d'un point de vue réglementaire, juridique, mais aussi des personnes à qui on va utiliser ces données ou qui vont être en bout de chaîne et qui vont être impactés directement ou indirectement par ces projets. Mais vous sentez, Jérôme, que ça a évolué, que ça pouvait être au départ du saupoudrage et que maintenant ça devient presque consubstantiel de la RSE, du reste de l'exigence? Totalement. Et nous, notre entreprise Hidalgo se développe, se diversifie en prestations depuis quelques années grâce à ça. Et on le voit, c'est-à-dire que maintenant, c'est les entreprises qui viennent vers nous, alors qu'avant, c'était nous qu'on devait faire un travail de sensibilisation ou de convaincre, tout simplement, de l'intérêt, comme mais en quoi finalement l'éthique ça apporte quelque chose. Et puis en fait, vous apercevez assez vite, vous dites, mais attendez, l'éthique, ça permet, nous, on est une boîte, on est dans la finance, dans l'assurance. Vous imaginez déjà, on a une image de mercantile où on traite de l'argent public et privé, et maintenant on traite de la donnée personnelle. Donc double croix à porter, double méfiance. C'est pour ça qu'on a développé un label, comme carte de confiance, un label éthique, ADEL, qui permet justement, à partir des prouver de l'audit, on pourrait obtenir un label qui permet de garantir par rapport aux citoyens ou en tout cas aux personnes de la société que ce projet digital est éthiquement acceptable d'un point de vue de son ensemble. Mais à côté de ça, nous on voit apparaître, on nous demande de plus en plus des grosses entreprises surtout. Quand c'est des startups, eux, l'éthique c'est important pour se démarquer et aussi pour prouver aux futurs investisseurs, quand ils veulent faire des levées de fonds, que leur projet, leur algorithme qu'ils sont en train de développer, il est éthiquement acceptable. Et parfois, par méconnaissance, parce que comme vous dites, l'éthique c'est vachement vaste, quand on n'y connaît pas, il faut la culturer. Moi je considère un peu que ce qu'on arrive maintenant, là c'est pour ça que j'ai pas pu venir, parce que là je suis à Paris j'ai fait une conférence il y a 3 heures de ça. Et donc du coup c'est pour dire que le congrès était uniquement basé sur l'éthique de l'IA en médecine et là les congrès il y en a partout et pour vous dire c'est que tout l'intérêt c'est de se dire que finalement on voit qu'il y a une vraie demande du marché en interne dans les entreprises
pour se structurer. C'est-à-dire que maintenant, il y a des postes, des digital ethics officers qui se développent, et le problème est des départements entiers séparés de la compliance, de la RSE et du juridique, parce que ça s'imbrique, mais c'est différent. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que finalement, quand on fait tout ce travail-là, et ben c'est dedans, ça incorpore aussi dans la com interne et externe au lieu des entreprises. Et c'est ça qui est tout l'intérêt aussi de se développer. Ça devient une valorisation d'image. Alors, Grégory, on revient à vous. Vous mettez aussi en avant comme garde-fou, on a beaucoup parlé de culture et d'évolution de la culture personnelle par rapport à la data. Alors vous mettez en avant un garde-fou important, c'est votre culture d'entreprise. Expliquez-nous. Oui, effectivement. Au début, quand on a recruté les premiers développeurs, ils ont ensuite recruté des développeurs à qui ils s'entendaient bien, etc., et qui avaient un peu cette culture ils détestent les GAFA et leur capacité à pouvoir espionner les gens, ils sont très vigilants par rapport aux données personnelles, et donc il y a cette méfiance un petit peu autour de ça, et puis nous, comme on fait venir des talents chez nous, on leur vend un petit peu ce côté aussi éthique, qui fait venir aussi des talents, parce qu'il y a des jeunes qui bossent pour des employeurs qui les font pas rêver, et qui quand ils viennent chez nous, disent oui, mais si on vient chez vous, c'est pour la transition énergétique, c'est parce que vous avez un idéal autour des données personnelles, etc. Donc ils viennent pour ça. Et donc aujourd'hui, il y a cette protection un peu d'ADN dans Comrade, c'est-à-dire que même si demain je vais les voir et je dis les gars, ça y est, bon, on a été racheté par Coca-Cola, on va extraire les données de nos bases de données et on va leur faire de la pub, et ben non seulement ils vont pas me filer les codes, parce que moi j'ai même pas les codes pour accéder aux bases, ils vont démissionner le lendemain, et puis ils vont mettre un truc crypté qui va faire que jamais Coca-Cola pourra récupérer. Donc il y a une protection à travers la culture entreprise, que les développeurs sont rentrés sur un contrat qu'on a passé ensemble le jour de l'embauche, d'éthique, et que tout l'ordre du monde ne pourra pas changer parce que c'est quelque chose qui est important pour eux. Donc il y a une forme de guide des développeurs, et ils ont une éthique assez élevée, et on est en train de réfléchir justement avec eux pour essayer suite à un livre qui est assez intéressant sur le Cambridge Analytica, effectivement avec Christopher Willey qui est un lanceur d'alerte, etc. Et lui, ce qu'il propose, c'est que les développeurs s'engagent sur une espèce de, comme le serment d'Hippocrate pour les médecins, qu'un développeur puisse dire je m'engage à ne jamais trahir des valeurs, et que si un jour il y a une entreprise, un grand groupe, une start-up qui dit non, je m'en fous de tout ça, l'éthique, nous ce qu'on veut c'est faire du fric, allez, code ce truc-là, on va espionner les gens. Il faut que le développeur puisse dire non, écoute, là, je peux pas le faire, c'est contre mon éthique, j'ai signé un engagement. Ça veut dire là-dessus. que les employeurs des développeurs doivent se mettre d'accord sur cette charte, et si elle n'a pas de contrainte particulière, ça reste une charte, c'est toujours un peu complexe de la faire. C'est à nous de se fédérer. Par le plus grand nombre. C'est à nous de se fédérer et d'imposer, de ne pas travailler des boîtes qui ne vont pas signer cette charte. On parlait de cette défiance que peuvent avoir légitimement certaines personnes. Comment on fait pour assurer, Pascal, vous mettiez en avant ce carnet numérique du logement, donc qui va aussi collecter beaucoup de données, qui vont être vachement transverses, qui vont apporter énormément de valeur ajoutée, mais vous nous disiez une solution technique particulière, enfin avec la poste, etc. Nonobstant, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais quand même, là c'est des données à caractère personnel, et a fortiori aussi personnel que Linky, comment on fait pour rassurer? Parce que s'il y a déjà un doute, même sur les intervenants gouvernementaux, moi je fais confiance à personne, on voit qu'il y a des divisions qui parcourent la société, on n'est pas en train de le découvrir, donc les gens sont de plus en plus méfiants, et a fortiori sur des choses aussi perso, quoi. Non, mais moi, l'idée du comité d'éthique, je trouve que c'est excellent, en fait, hein, parce que, de toute façon, alors, une façon de voir, je dirais, la position, quand il y a un groupe comme EDF et Docapost, si jamais on n'est pas plus blanc que blanc, on sera les premiers à se faire shooter, de toute façon. Donc l'idée, ça ne nous effleure même pas que ce soit pas possible. Donc la question, c'est comment on le fait connaître et comment on le fait comprendre. Parce que derrière la notion de sécurité, en fait, les gens comprennent tout et n'importe quoi. Et il y a plein de choses en sécurité. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur le coffre-fort Digipost. En fait, les coffres-forts Digipost, même les gens de Digipost ne rentrent pas dans le coffre-fort Digipost. Ce sont vraiment les données, c'est le particulier qui a accès à ces données. Et donc, s'il veut utiliser ou avoir une valeur ajoutée à travers des services, des compléments, etc., il est obligé de mettre son consentement. Et après, il y a une question qu'on n'a pas évoquée, c'est combien de temps on garde la donnée et qu'est-ce qu'on garde à la fin? Est-ce qu'on garde les données qu'a remonté la personne, par exemple son avis primitif d'impôt pour savoir s'il a le droit à une subvention, ou est-ce qu'on garde simplement l'information finale qui est oui, il a le droit à une subvention, il a le droit à tel type de subvention, et on ne garde pas la valeur de l'impôt primitif parce qu'en fait on s'en fout.
Et je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut expliquer dans un comité d'éthique. En fait, c'est à la fois, on n'a accès aux données que s'il y a le consentement du consommateur final, du particulier, et ça veut dire qu'il a compris la question normalement, et si on l'a mal expliqué, on a une responsabilité, il faut être clair. Et ensuite, combien de temps on garde la donnée? Et probablement pas longtemps, et elle reste dans le coffre-fort Digipost sur lequel on n'a pas accès aux données. Donc en fait, il faut... Alors tous ces mécanismes-là, on y réfléchit, c'est pour ça qu'on travaille avec DocaBoss, parce qu'ils ont un produit extrêmement sécurisé, et qui fait attention à toutes les règles RGPD, etc. Mais je pense qu'en effet, ce qui a été évoqué là, et ce que j'entends, c'est vraiment, il faut expliquer, et il faut échanger avec à la fois les particuliers, les professionnels à qui on vendra le produit, il faut leur expliquer ce qu'on fait, faire de la transparence aux hexagones, parce que de toute façon, si jamais il y a le moindre suspicion, d'abord, les grands groupes se feront attaquer, et puis avec raison, par les réglementations, et puis deuxièmement, on perdra les clients. Et donc ça va à l'encontre totalement d'un business fair. Donc pour moi je trouve que les idées qui sont évoquées là sont excellentes, et il faut avancer là-dessus. Je vous ai vu prendre des notes. Oui, ça m'arrive, je suis un peu old. Là, je fais l'école. Jérôme, c'est quoi le futur de l'exploitation de la donnée de façon éthique? Le futur j'ai envie de dire, c'est un peu comme ce qu'on a vécu il y a à peu près 20 ans quand l'environnement durable ou l'écologie arrivait dans le monde de l'entreprise, en disant oui, tous les membres du COMEX disaient un jour, ça y est, il faut être environnement durable, écologique. Et donc, ah oui, c'est bien, ça fait bien, tout ça. Et après, la question c'est, ok, mais comment on fait? Il n'y avait pas d'experts, pas beaucoup d'experts dans le secteur, parce que c'était un nouveau concept, ou enfin une prise de conscience. Et donc, du coup, si vous voulez, fallait que, pour répondre aux attentes du marché, entre guillemets, il fallait avoir des offres d'entreprises, de conseils pour pouvoir acculturer et structurer les entreprises à l'écologie et à l'environnement durable. Et depuis, il y a eu des entreprises qui sont créées, spécialisées là-dedans. On prend maintenant l'exemple du RGPD, pour qu'on avance un peu plus dans les années. J'avais dit à l'Assemblée nationale, quand j'avais été auditionné sur le règlement européen, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites, on peut être RGPD compliant, mais pas éthique. Parce que le RGPD, c'est très basé, c'est très orienté la data, mais l'algorithme et tous les autres mariages que je vous ai dit, il y a des trous dans la raquette. Et donc peut-être qu'ils ont fait un quart du chemin, mais c'est déjà ça, en sachant quand même que le RGPD, 80% du RGPD, c'est dans la loi liberté informatique, là, 78. Et donc du coup... Vous voulez dire que déjà en 78, on avait les prémices de ce que c'était le RGPD? Mais concrètement, le RGPD, c'est une révolution pour 80% des pays européens, mais de la France et de l'Allemagne, ça a été largement inspiré par cette loi, quoi. Donc c'est pas non plus une révolution par rapport à l'impact que ça a par rapport aux autres pays. Ça, c'est une chose. Donc on était déjà surréglementé, on va dire, ou en avance, en France en tout cas, à ce niveau-là. Par contre, ça pose des questions. Là, il y a le futur règlement européen, donc je pense que là, avec ce qui se passe en Ukraine, le règlement européen, il ne va pas sortir tout de suite, mais qui devait sortir au premier trimestre là, 2022, sur l'AIAC, c'est-à-dire sur un règlement européen qui est alimenté totalement à l'intérieur sur des principes éthiques et qui fortement conseille de tout ce qui est justement une structuration, de labellisation, une garantie humaine autour de l'éthique pour de l'IA. Et donc du coup, si vous voulez, c'est un peu un complément, une suite du RGPD, mais pour les algorithmes, mais pour l'IA à risque. Et donc du coup, la suite, j'ai envie de dire, l'avenir, c'est ça. C'est bientôt, on va devoir, comme il y a des DPO, vous savez, les responsables de protection des données qui déclinent du RGPD, et ben, ils risquent d'avoir, ils vont fortement demander que ce DPO ait un champ un peu plus vaste qui sort de la data sur le numérique en intégrant de l'éthique, et ça va devenir un digital ethics officer. Et donc l'avenir, c'est de structurer en chaque grand groupe ou structure vont devoir avoir des comités d'éthique, des chartes éthiques, on en a parlé tout à l'heure, des codes de déontologie pour les développeurs si vous voulez, mais du coup l'avenir, il est plutôt dans ce sens-là.
Et c'est là où on a tout justement le champ là-dessus. Il y a des labels qui commencent à grandir le nôtre, mais il y a d'autres labels qui commencent aussi à se développer, à le mettre en marche. Pour vous donner juste un exemple, l'impact du RGPD il y a 5-6 ans, il y a eu plus de 400 cabinets juridiques qui se sont développés et créés pour répondre à la demande du RGPD par rapport aux entreprises. Donc c'était une manne financière, il y a des entreprises au niveau qui faisaient du conseil pour le RGPD, qui étaient peut-être 4-5 consultants, ils sont plus d'une centaine de consultants maintenant et étalés dans tout le monde, enfin tout le pays francophone. Mais donc du coup, si vous voulez, je ne sais pas si ça sera le même impact, parce que le RGPD, ça concernait beaucoup plus d'entreprises que sur l'IA, qui va être sur de l'IA, et finalement il n'y a pas non plus tant d'entreprises qui font de l'IA, mais les territoires intelligents, il y en a de plus en plus. Donc du coup, je pense que les perspectives à venir peuvent être colossales. Très bien. On va passer, merci beaucoup Jérôme, on va passer aux questions. Alors en général, les gens sont un petit peu dans la chaleur. Là, on a essayé de vous maintenir éveillés avec les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. On a souvent du mal à avoir des contributions. Qui est le courageux ou la courageuse qui a envie de se lancer, profiter de la présence de nos experts? On va faire passer un micro. Oui, madame? On va vous faire passer un micro. En fait, plus qu'une question, c'est comme ça lancera un peu les débats. Je vais rebondir sur un petit peu la première partie de la table ronde, là où on a pas mal parlé d'énergie solaire, de mobilité, et en fait témoigner sur un projet qu'on mène avec la région Occitanie et l'ADEME, qui s'appelle Flexitanie. En fait, c'est le premier démonstrateur en France de véhicules to grid. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un véhicule to grid, mais en fait, c'est une batterie et surtout une borne qui permet en fait de stocker l'énergie dans la batterie du véhicule, et notamment au moment de la pointe solaire ou éolienne, et puis de décharger cette électricité au moment où on va en avoir le plus besoin sur le réseau. Et donc c'est très important parce que dans le cadre de ce projet, donc on est en train d'équiper toute l'Occitanie avec des véhicules de ce type-là. En fait, on a fait une étude avec l'ADEME, la région et donc la R&D d'EDF pour regarder quelle allait être la consommation d'énergie renouvelable jusqu'en 2035 et même la consommation d'énergie en général et la production d'énergie en général. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on va avoir un excédent d'énergie renouvelable très très important à certaines périodes de l'année, à certains moments de la journée. Et donc, pour éviter de gaspiller cette énergie, il va falloir la stocker. Donc, on en a beaucoup parlé, c'est exactement ce que vous avez expliqué. On va être obligé de la stocker parce que sinon, en fait, on va soit arrêter des parcs photovoltaïques et éoliens, donc c'est un peu dommage puisqu'on a investi dedans. Et donc, ces batteries, en fait, c'est ça qu'elles vont permettre. Et ce qu'on est en train de développer, c'est des algorithmes, donc on voit bien tout l'intérêt du numérique. C'est des algorithmes qui permettent de savoir quand est-ce qu'il va y avoir du soleil et du vent, quand est-ce qu'on va avoir de la consommation d'électricité sur le réseau, voire quand on est en autoconsommation dans la maison de la personne qui a le véhicule et les panneaux photovoltaïques. Et en fait, on est capable de gérer de façon très transparente pour l'utilisateur de la voiture sa batterie. C'est-à-dire qu'en fait, on a par exemple aujourd'hui sur la Cleantech Valley, on a lancé ce projet maintenant il y a 1 an. On a la commune de Villeneuve-les-Avignon qui s'est équipée d'à peu près une dizaine de véhicules to grid. Et aujourd'hui, les utilisateurs, pour eux, c'est complètement neutre. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'on charge et qu'on décharge leur batterie en fonction du soleil et du vent. Ils prennent la batterie, elle est chargée, ils la ramènent le soir, ils l'utilisent dans la journée, et en fait, avec leur batterie, ça nous permet, entre guillemets, d'équilibrer le système électrique. Et donc à terme, ce qu'on imagine, c'est qu'à peu près 20% des véhicules électriques seront des véhicules to grid, et puis après, à peu près une quarantaine de pourcents seront V1G, c'est-à-dire qu'on pourra les charger au moment où on a besoin entre guillemets, de stocker cet excédent de production solaire. Donc voilà, tout ça pour dire que ce que vous avez expliqué tout à l'heure, effectivement, c'est
vraiment l'avenir du système électrique, c'est comment on gère cette flexibilité. Pour ça, on a besoin de numérique, on a besoin de données, on a besoin d'algorithmes, de pilotage et de prédictivité à travers l'IA. Donc on voit bien que on rentre maintenant dans cette transition écologique sur des sujets qui deviennent de plus en plus pointus et où la convergence entre ces deux métiers sont de plus en plus fortes. Très bien, on va dire au revoir à Jérôme qui doit prendre un train. Ce qui est une bonne attitude, Jérôme, hein, bravo. On vous entend plus trop? Si? Ah merde. Ah. Si. Et là, on vous entend au bon moment. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette réunion et cette table ronde. Et bon courage à ceux qui repartent en voiture. Du coup, je crois qu'il y a un orage sur Montpellier. Super, merci. Merci Jérôme, on vous applaudit avec chaleur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des témoignages? C'est juste pour compléter effectivement par rapport à l'énergie. C'est pour dire effectivement que tous les pays d'Europe vont produire plus d'énergie renouvelable et effectivement c'est pas intermittent, c'est fluctuant, parce qu'on peut prévoir à plusieurs jours à l'avance, donc on peut anticiper. Mais c'est vrai qu'on observe dans la période normale de prix de l'énergie où des fois on a un prix électrique qui est négatif. Donc en fait aujourd'hui, et plus on va mettre d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, plus on va avoir ces fluctuations importantes. Donc c'est important pour pouvoir continuer à pouvoir développer ces énergies renouvelables, avoir un système de régulation avec les batteries pour pouvoir absorber, parce que du coup, tout le monde y gagne quand l'énergie est à prix négatif, puisque les gens rechargent la voiture gratuitement, et en plus ils rendent un service au réseau. Très bien. Écoutez, cet échange s'achève. Merci de nous avoir suivis. On peut vous applaudir. Messieurs. Merci à vous. Merci Eric. On vous libère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon cocktail. On va essayer. J'invite Simon Bretin, vice-président de Digital 113, à nous rejoindre pour le mot de la fin. On peut l'applaudir. Lui aussi, il est en forme. Regardez. Quel allant. Toujours en forme. Il est plein d'énergie. Il a stocké énormément d'énergie. Bah oui, moi ça clignotait et tout. Donc j'étais un coup on, un coup off. Donc c'était sympa. Très bien, donc il me revient de clôturer cette belle soirée, merci. Donc je suis Simon Bretin, je pense que j'en connais certains ici, pas forcément, je viens de la lointaine contrée toulousaine, et je suis donc le vice-président de Digital 113, vous avez peut-être plus l'habitude de voir Emmanuel Mouton, qui est donc le président en charge, et donc je suis l'homologue là-bas. Je suis également avant tout fondateur d'une entreprise qui s'appelle Flotiliant, on est un éditeur logiciel de Smart Data, et on aide les entreprises à faire un meilleur usage de leurs données numériques. Un sujet dont on a longuement parlé aujourd'hui dans le contexte de l'énergie. Déjà, je vais commencer par remercier tous les partenaires qui ont fait que cette soirée ait été bien présente. Donc, ADOC, évidemment, Derby, l'ADEME, le CEATEC, le campus des métiers des qualifications, souvent très intéressant d'ailleurs dans l'introduction que j'avais écoutée de la série Digital et Futur, et bien sûr EDF, Schlumberger et Synapse, sans qui je pense qu'on ne serait pas là ce soir. D'ailleurs, moi-même, je ne serai pas là parce que j'ai travaillé avec EDF au tout début, EDF Pulse, je crois qu'on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure. Moi, j'étais très intéressé par cette soirée parce qu'effectivement, on se rend compte à quel point le numérique doit absolument être présent, mais finalement complètement transparent. Donc c'est assez, je trouve assez schizophrénique de se dire que, comme vous l'avez dit, alors je ne connaissais pas la notion de transparence de l'énergie, mais je trouve que c'est très vrai. Et moi, je rêve d'un monde où le numérique serait assez transparent, éthique bien évidemment, mais nous permettrait de vivre dans un monde dans lequel on n'a pas besoin trop de se soucier. Donc ça, c'est comme moi, et je trouve ça vraiment génial de se dire qu'après tout, l'énergie est optimisée. D'ailleurs, dans certains côtés, je me demande pourquoi c'est pas EDF qui fait pas ça. Il y a peut-être des rachats en vue, il y a peut-être un livre, on en parlera autour d'un verre. Vous en parlerez autour d'un verre. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est vrai que les panneaux solaires, moi j'ai des jeunes enfants, donc on leur apprend, plutôt que de leur acheter des Lego, on leur achète des kits maintenant pour voir ce que ça fait le solaire. Je trouve ça assez enrichissant. Donc il y a plein de manières d'apprendre ça. On apprend la programmation, on apprend le solaire. Il faut absolument, je pense, éduquer nos jeunes enfants. Pas que les jeunes, bien évidemment, mais c'est quand même notre avenir. Et dans un monde où je trouve que la technique n'est pas forcément aussi évaluée qu'on aimerait le faire, je trouve que des initiatives comme celle-là sont hyper importantes pour notre société demain, pour nos métiers qui sont quand même assez techniques et dans lesquels on peine à recruter toujours et encore plus des hommes, des femmes, bien évidemment. On était mardi soir à la Cité sur ce sujet-là. Voilà, en tout cas, bon, moi j'ai appris pas mal de choses, j'espère que vous aussi. Il y a encore pas mal d'événements qui arrivent. Alors je crois que normalement j'ai une slide list, mais sinon j'ai ça, j'ai mes listes, voilà. Quelques événements qui arrivent, puisque vous savez, Digital et Futur, on arrive sur la fin, mais c'est aussi relayé au travers des factories qui sont finalement les boîtes à pensée de Digital 113.
Et donc notamment une thématique sur la Smart Grid, qui sera dans le cadre de la Factory Intelligence Artificielle. Il me semble qu'il y a quelques autres factories aussi qui vont rester, donc restez connectés à l'agenda Digital 113. Et puis bien sûr, le lancement de la prochaine saison, je pense qu'Amine l'a dit, mais je vais le redire, je vais en remettre une couche. Digital Future, c'est un programme qui traite d'un secteur économique en particulier pendant à peu près 3 mois. Et donc la prochaine saison, ce sera sur le transport et la mobilité. Pas mal d'enjeux numériques là aussi, comme sur la partie énergie. Voilà, donc là, ça sera streamé, c'est ça, c'est ce qui est marqué. Le lancement sera plutôt en YouTube directement, et puis on se retrouvera probablement pour la conf, je ne sais pas à quelle date, mais sur ce secteur-là, et en présentiel bien évidemment, parce qu'on a besoin de se retrouver, même si c'est difficile avec les événements, avec la pluie, avec l'habitude qu'on a perdu de sortir de nos maisons, je pense. C'est en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver ici, de pouvoir échanger autour de ça. Un grand merci encore, un grand merci à nos sponsors, et puis je pense qu'on a un petit cocktail qui nous attend pour qu'on puisse discuter de tous ces nombreux éléments encore quelques instants. Merci à toutes et à tous, merci aux intervenants, et voilà.